Bonjour à tous, bienvenue ce matin dans ce nouveau rendez-vous live FPI consacré au photovoltaïque, quelles obligations et quelles précautions. Merci de nous rejoindre ce matin. Alors, comme d'habitude, je suis bien entourée. Donc, je vais vous présenter les différents intervenants qui vont nous accompagner ce matin. Donc, Anne-Laure Gauthier, avocat associé au cabinet Lacourte Raquin-Tatar. Bonjour Anne-Laure, merci. Bonjour, Xavier Delesquin, avocat associé au cabinet Lacourte Raquin-Tatar également. Bonjour Xavier, merci de nous rejoindre. Alexandre Kulinix, directeur technique de la SMA BTV. Bonjour Alexandre, merci de nous rejoindre. Et Pascal Dessuet, membre de la commission assurance FPI. Bonjour Pascal et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Bérangère. Donc on est ensemble pour 1h30. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre dans le temps imparti. Si ce n'est pas possible, comme d'habitude, on a ce qu'on appelle notre SAV du live. Voilà, donc merci d'avance de votre indulgence pour ce décryptage donc des textes du Code de la construction et de l'urbanisme, sur tout ce qui est verdissement des bâtiments tertiaires. Voilà, donc sans plus attendre, je vais céder la parole à Xavier, voilà, qui va nous faire le rappel de cette nouvelle réglementation avant qu'on aborde les sujets assurance avec Pascal et Alexandre. Et Anne-Laure ensuite reviendra sur l'insertion architecturale de ces différents procédés. Voilà, puisqu'on peut avoir des petits sujets. Xavier, je te cède la parole. Merci Bérangère et bonjour à tous. J'espère que vous avez tous pris votre dose de café parce que le sujet qu'on va aborder n'est pas d'une grande simplicité. Je vais commencer par traiter les obligations. Ce qui est intéressant de comprendre en amont, c'est que les obligations, ça consiste à décrypter les textes pour voir à quelles obligations législatives réglementaires sont dorénavant soumis un certain nombre d'acteurs de l'immobilier dans le cadre de la promotion, de la construction ou dans le cadre de la gestion d'un parc existant. Voilà, donc ça c'est de la problématique de savoir finalement à quelles obligations je vais être soumis en termes de ce qu'on appelle le verdissement des bâtiments et parcs de stationnement. Voilà, donc il faut bien comprendre que c'est le point d'entrée d'un dispositif dans lequel ensuite, dès qu'on a ouvert la porte, les sujets vont s'accumuler. Alors on va aujourd'hui traiter des sujets de précaution, donc notamment les aspects d'assurance. Les aspects d'assurance. Il faut bien voir qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui évidemment se posent, notamment la relation avec des tiers investisseurs, qui pose des problèmes de droit civil. Et puis tout le volet énergique, effectivement, on ne traitera pas aujourd'hui. Et voilà. Donc je précise, on fera un épisode 2. Voilà, voilà, vous êtes habitués aux sagas. On a le volet énergie parce que les promoteurs comme les gestionnaires de bâtiments vont se retrouver en face de problématiques, pour certains, de devoir gérer l'électricité qu'ils produisent, éventuellement pour leurs propres usages, mais éventuellement aussi de pouvoir le revendre, ou enfin d'en faire un commerce. Voilà. Et puis il y a des problématiques de financement, donc du coup, financement de projets, etc. Enfin, vous voyez, donc ce qu'on veut dire par là, c'est que les obligations, ça va ouvrir en fait un certain nombre de petites boîtes, et il faut évidemment aborder toutes ces boîtes pour avoir une vision d'ensemble. Alors aujourd'hui, déjà, on va se concentrer sur le point d'entrée, qui est finalement quelles sont les obligations. Alors, on est sur un système, un dispositif qui n'est pas d'une grande simplicité à lire, alors qui résulte de l'addition de différents textes. Alors, je mets de côté la loi de 2016 qui a été la première à créer ce type de dispositif, parce que finalement, ce qu'elle a fait a disparu devant l'édifice construit par les trois lois qui ont suivi, donc 19, 21, 23, tous les 2 ans. On a donc des lois qui ont créé le dispositif que je vais décrire très rapidement pour en donner un peu la logique et la portée générale. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces lois visent d'une part les bâtiments, d'autre part les parcs de stationnement. Sachant qu'évidemment, il y a un lien entre les deux. Donc, on a un peu 2 sujets distincts. Et peut-être qu'on va les aborder l'un puis l'autre. Oui. Parce que d'ailleurs, on va voir que la logique de construction du dispositif diffère selon qu'on parle des bâtiments ou selon qu'on parle des parcs de stationnement. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par les bâtiments. Alors, pour les bâtiments, la loi a créé un distinguo. Alors, quand je dis la loi, c'est au terme générique parce que c'est les lois successives entre les bâtiments existants,
Oui. et ce qu'on va appeler les constructions nouvelles, pour reprendre une terminologie code de l'urbanisme, à laquelle on va assimiler, on va le voir, les rénovations lourdes. Alors, les types d'obligations, alors donc il faut bien comprendre pour rentrer dans le dispositif bâtiment, c'est d'une part quels sont les bâtiments concernés, d'autre part quelles sont les obligations qui pèsent sur les bâtiments concernés. Alors pour les bâtiments concernés, eh bien on va retomber en fait dans ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que d'une part à partir du 1er janvier 2024 sont concernés la construction des bâtiments ou parties de bâtiments qui sont énumérés par l'article L171.4. Alors le champ est assez large, c'est les bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, les entrepôts, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, alors, et par ailleurs les parcs de stationnement, alors c'est là où il faut bien comprendre les choses, couverts, accessibles au public, qui sont regardés comme des bâtiments et non comme des parcs, d'accord ? Enfin c'est les bâtiments-parcs en quelque sorte, ce qui est assez logique en fait. Voilà, auxquels s'adjoint les bureaux. Avec une petite particularité, c'est que le seuil pour les bureaux va commencer à 1000 m² et passer à 500 m², alors d'emprise, à partir du 1er janvier 2025. Bon, ce qu'il faut retenir, parce que le 1er janvier 2025, ça vient très vite, enfin, il faut bien avoir en tête quand même cette subtilité pour les bureaux, mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, on a un seuil de 500 m² d'emprise au sol. Voilà, la logique, c'est que dès lors qu'on fait un bâtiment de plus de 500 m² d'emprise, on doit se poser la question du verdissement. C'est ça que veut la loi. Et évidemment, pour les types de bâtiments que je viens d'énoncer. Voilà, alors, voilà, ça c'est le champ s'agissant de la construction nouvelle. Alors, il faut lui assimiler tout de suite un certain nombre d'opérations qui sont assimilées, en fait. C'est, alors, d'abord, les rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiments. De plus de 500 m², évidemment. Voilà, la rénovation lourde, elle est définie par le code. Donc c'est une nouvelle définition de la rénovation lourde qu'on voit apparaître partout. J'en suis à 5 définitions de la rénovation. Oui, qu'on voit apparaître absolument partout, sans parler même des PLU qui donnent la leur. Voilà, donc au terme du code, donc ça c'est les articles réglementaires évidemment qui sont devenus préciser un peu le dispositif, sont les travaux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment. Donc voilà, c'est une définition que l'on a. Donc une rénovation lourde est assimilée en fait à une construction nouvelle. Alors il faut évidemment qu'elle porte sur un bâtiment de plus de 500 m² d'emprise pour qu'on tombe dans le champ d'application de la loi. Alors par ailleurs sont visées les extensions. Ça c'est assez logique, mais ce sont évidemment des extensions là aussi de plus de 500 m². À partir du moment-là, cette extension va tomber dans le champ d'application de la loi. Voilà, alors ça c'est assez simple, vous voyez, enfin en tout cas, on a fait la partie facile. C'est simple à énoncer. Alors il y a une petite subtilité pour les usages mixtes. Oui. La loi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des dispositions qui règlent la situation des usages mixtes. Voilà, donc ça, on a le dispositif pour les constructions nouvelles, et donc il s'applique à partir du 1er janvier 2024. Je reviendrai après sur les dépôts de la demande de PC. Alors, je vais revenir ensuite sur l'articulation des champs d'application de chacun des dispositifs, construction nouvelle et assimilée, construction existante, parce que vous allez voir que là, il y a quand même des petits points dans le dispositif qui demande à être encore réglé. Voilà. Ça, c'est donc à partir de 2024, avec le petit bémol 2025 pour les bureaux, le seuil revient à 500 m², il démarre à 1000 m². On a certains bâtiments publics aussi. Enfin, je dis publics. Oui, alors excusez-moi. Et par ailleurs, oui, heureusement que tu me le dis. Donc, et à partir du 1er janvier 2025, par ailleurs, l'obligation est étendue à un certain nombre de bâtiments administratifs, sportifs, récréatifs, loisirs, scolaires, universitaires, etc. Enfin, en un mot, le secteur public est attrapé par le dispositif. Ce qui plaît beaucoup à certains élus locaux. Ouais. Alors, voilà. Alors, s'agissant des bâtiments existants, alors, bâtiments existants, c'est l'article L171-5 du Code de la construction et de l'habitation. Donc, on est dans l'article frère. Alors, le champ d'application, alors là, c'est des obligations qui vont courir à compter du 1er juillet 2028, le terme « à compter » est peut-être il est pas approprié, c'est les obligations devront être satisfaites
au 1er janvier 2028. Voilà, donc là on vise les bâtiments existants. Les types de bâtiments existants sont exactement ceux de l'article L171.4. Donc on a le même champ matériel en quelque sorte de type de bâtiment. Et juste pour répondre à la question d'un de nos internautes, entre guillemets, pour le moment, effectivement, ce sont des dispositions qui sont circonscrites, donc comme tu le rappelais, au secteur tertiaire et certains bâtiments publics. Simplement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en aparté avant le début de l'émission, tout ce qu'on va expliquer, alors pas les obligations, mais tous les régimes d'insertion architecturale et tous les aspects assurance valent pour le logement, puisque, pour dire les choses rapidement et pudiquement, c'est que le début en fait de la solarisation des toits, puisqu'on a deux directives dans les tuyaux, une qui est déjà parue relative au déploiement des énergies renouvelables, qui vise justement à développer notamment le photovoltaïque en toiture. Et puis on a une autre directive qui n'est pas encore publiée sur la performance énergétique des bâtiments, qui a vocation à renforcer les obligations en la matière. Voilà. Donc ce matin, on va vraiment se focus sur le secteur tertiaire, mais voilà, tout ce qui sera dit pourra aussi s'appliquer pour les bâtiments de logement, et notamment, on en discutait aussi à travers les obligations de certains PLU qui peuvent d'ores et déjà imposer des ratios de panneaux photovoltaïques en toiture. Mais là, le fameux L171.4 dont il est question ce matin est vraiment circonscrit au secteur tertiaire et aux bâtiments publics. Oui, le 64 et le 5 aussi. 171.4 et 5 sont circonscrits. Alors, pour conclure rapidement sur ce champ, on va dire, matériel d'application, il y a quand même des problèmes de frontières comme d'habitude. Par exemple, on a été interrogé sur la question de savoir si un hôtel doit être assimilé, par exemple, à un bâtiment, on imagine à usage commercial. Bon, vous voyez que c'est pas complètement évident. C'est pas évident. Et puis on a le sujet des bâtiments mixtes que tu évoquais. Alors, le bâtiment mixte, voilà. là c'est encore un autre sujet. Mais déjà, est-ce qu'on rentre dans le champ du fait d'une activité hôtelière? Bon, là, on n'a pas tellement d'indices pour répondre de façon certaine, mais on voit bien qu'il y a un vrai doute, et malheureusement le doute pour comme vous le savez, les opérateurs crée une difficulté. Alors voilà, ça c'est le champ matériel. Alors après, la deuxième question à se poser, c'est en fait celle qui est vraiment la plus confuse dans les textes, c'est ensuite le champ temporel. En fait, quand est-ce qu'on est une construction nouvelle et quand est-ce qu'on est une construction existante? Alors, si on regarde la loi, on arrive à quelque chose qui n'est pas très cohérent, pour dire les choses. Alors, s'agissant des constructions nouvelles et assimilées, le législateur ne s'est pas embarrassé, il a simplement visé les constructions à partir d'une date. Mais construction à partir d'une date, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire d'un point de vue concret. Est-ce que c'est la demande de permis? Est-ce que c'est le début du chantier? Est-ce que c'est la fin du chantier, etc. Bon. Alors ça, le décret est venu le préciser, c'est pour les constructions nouvelles. Le décret est venu préciser que donc le dispositif construction nouvelle et assimilée s'applique pour les projets dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter du 1er janvier 2024. Alors, pour ceux qui ont suivi l'épisode, la saga verdissement, on a commencé en juillet 2023, finalement on a atterri au 1er janvier 2024, qui est vraiment la frontière dorénavant, alors fixée par les décrets. C'est ça. Enfin, par le décret pour l'instant. Donc voilà, donc si la demande d'autorisation est déposée à compter du, donc après le 1er janvier 2024, on tombe dans le champ des dispositions qui s'appliquent aux constructions nouvelles et assimilées. Et puis en fait, ensuite les dates, 1er janvier 2025, etc., toutes les dates qui suivent, par déduction, c'est bien la date de référence de dépôt d'une demande. Voilà. Pour les constructions neuves. Voilà. Alors, si on en reste... après, il faut savoir quand est-ce qu'on est construction existante. C'est ça. Alors, si on en reste au texte actuel, c'est la loi qui a fixé, la loi Appert donc, qui a fixé la frontière en se référant aux constructions existantes au 1er janvier 2023. Bon, ça c'est simple, parce qu'une construction existe dès lors qu'elle est achevée, etc. Ou ancienne, évidemment, le 1er janvier 2023. Et après, on a une phrase très sibylline, un membre de phrase, donc est également regardé comme un bâtiment existant.
celui dont la demande d'autorisation a été déposée entre, alors le 11 mars, c'est la date de promulgation de la loi, et le 1er juillet 2023, c'est la date... qui devait, enfin la date d'entrée en vigueur qui était prévue. Alors ça c'est sibyllin, je ne sais pas très bien ce qui est passé dans la tête du législateur quand il a écrit ça, mais c'est sûr que c'est un peu curieux parce que finalement c'est une définition un peu arbitraire de ce qu'est un bâtiment existant. Évidemment la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait des bâtiments en cours de création à la date du 1er juillet 2023. Et donc là, il y a le parti de prendre uniquement ceux dont la demande de permis a été déposée dans les 3 mois qui précèdent. Alors c'est un peu curieux parce que vous voyez que si votre demande de permis a été déposée en 2019, que vous avez des recours et autres, ce qui peut arriver, et que vous n'allez pas construire avant le 1er juillet 2023, ça veut dire que vous n'êtes pas existant parce que votre demande de permis a été déposée avant, vous n'existez pas au 1er juillet 2023, mais vous ne serez pas non plus neuf parce que le permis n'a pas été déposé après le 1er juillet 2024. Donc vous voyez que si on regarde les textes actuellement, il y a des trous dans la raquette qui sont énormes et en fait les textes ne sont pas très cohérents. Alors je dis ça avec d'autant plus d'aisance que en fait tout ça va être corrigé par le décret, enfin normalement, par le décret qui est actuellement en consultation, qui prévoit de nettoyer tout ça et d'écrire que est regardé comme un bâtiment existant, un bâtiment qui existe alors au 1er janvier 2024, donc on retrouve la date des constructions nouvelles, ou dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée avant le 1er janvier 2024. Donc ça c'est assez cohérent. On a donc 2 dispositifs, un dispositif construction nouvelle et assimilée, un dispositif construction existante, et on voit que les deux sont 2 ensembles disjoints, enfin qui couvrent l'ensemble des situations, mais qui ne se recoupent pas. Donc soit un bâtiment relèvera des constructions nouvelles, soit un bâtiment relèvera des constructions existantes, mais en fait le dispositif sera fait pour qu'il n'y ait pas de recoupement sur les deux. Voilà. En tout cas, j'insiste sur le fait que ça, c'est au vu du projet de décret. Donc, il faudra bien vérifier que... dans la version publiée. Voilà, que le projet de décret ne soit pas modifié entre-temps. Voilà. Alors ça, c'est les bâtiments concernés, à la fois... destination, entre guillemets. Type de bâtiment, et est-ce qu'ils rentrent dans une catégorie ou dans l'autre, construction, bâtiment nouveau, construction nouvelle, ou bâtiment existant. Alors, ensuite, c'est quoi le contenu d'obligation ? Donc, dès lors que le bâtiment entre dans le champ, le contenu de l'obligation. Bon, bah là, on retombe sur les dispositifs de verdissement qu'on connaît, parce que ceux-là, ils ont été quand même largement expliqués. Donc, on a le choix entre un procédé de production d'énergie, d'ENR, alors, ou un système de végétalisation, ou, alors c'est le grand 3, tout autre dispositif aboutissant au même résultat. D'accord ? Bon, on va oublier un peu le grand 3 aujourd'hui, parce qu'on va déjà se concentrer sur l'essentiel, c'est le grand 1 et le grand 2. Alors, ce qui est important, c'est que le procédé de production d'ENR, il est prévu par la loi qu'il est soit en toiture, soit sur les ombrières, surplombant les aires de stationnement du bâtiment. Voilà, donc on voit que c'est ce qu'on appelle la possibilité de déporter l'obligation sur les ombrières qui vont être construites au-dessus des aires de stationnement. Alors là, on a une bizarrerie, mais qui est importante, c'est que la loi fixe une obligation d'installation sur une proportion, et la loi parle bien de la proportion de la toiture et des ombrières. Tout à fait. Donc, alors, en revanche, l'arrêté, alors, une proportion fixée par un arrêté. Donc, la loi renvoie à un arrêté le soin de fixer la proportion. Alors, l'arrêté, lui, d'autorité, vient expliquer que la proportion ne se calcule que en fonction de la surface de la toiture. Donc, on oublie les ombrières. Alors, ça fait une très grosse différence. Alors, je pense que là, on ne va pas soulever des questions de légalité, mais c'est sûr que l'arrêté qui ne dit pas tout à fait ce que dit la loi, généralement, on peut avoir quelques doutes de légalité. Mais enfin, là, ça nous arrange quand même pas mal, parce que quand on voit les obligations qui vont par ailleurs porter sur les parcs de stationnement, si l'obligation était calculée sur la somme des deux, on rentrait dans des complications sans nom. Donc je pense que l'arrêté est très sage et il a vraiment limité le calcul du ratio à la surface de la toiture. Alors après, il faut avoir le ratio. Et donc le ratio, l'arrêté fixe un ratio qui va crescendo en fonction des dates. Donc 30% à compter du 1er janvier 2024, 40%
1er juillet 2026 et 50% 1er juillet 2027. Voilà. Donc en fait, on va converger on va évoluer vers un chiffre de 50% de la toiture. Ces dates-là, de façon logique, c'est pas dit, c'est une déduction qu'on fait. Ça, la date référence, c'est la date de dépôt de la demande de PC. Voilà. Voilà. Donc là, on tient notre obligation. Donc là, c'est relativement simple. On a notre taux, on a la base à partir de laquelle on calcule notre taux, c'est la toiture. On oublie les ombrières pour calculer le niveau de l'obligation, enfin les surfaces donc qui sont soumises à l'obligation. Tout ça, ça va. Alors ça, c'est pour le L171.4, construction nouvelle et assimilée. Alors pour le L171.5, bâtiment existant, là, le décret, il est en cours de préparation. Et le projet de décret qui a été mis en consultation, l'AFPI fixe le taux à 30%. Tout à fait. Ce qui est plutôt une bonne surprise parce qu'on n'a pas une vision maximaliste. Non. Voilà, donc, une fois encore, tout ça, faudra le vérifier. Alors, un tout petit mot sur les facultés de déport. Là où c'est un peu vicieux sur les facultés de déport, c'est qu'elles n'existent que pour le L171.4, bâtiment neuf, construction nouvelle et assimilée. Pas pour l'existant, c'est ça Pardon ? Pas pour l'existant. Elles n'existent pas pour le L171.5. Donc quand on a un bâtiment existant en sens de la loi, avec les définitions qui vont être, j'espère, précisées par le décret, là, donc en fait, l'obligation doit être faite complètement en toiture. On n'a pas la faculté de le déporter. Sur le voilà. Alors, petit point sur le déport. Le déport soulève des toutes petites difficultés. Alors, l'une, elle est vraiment révélée par le guide du gouvernement. Le guide. Alors, pour les adhérents qui nous suivent ce matin, comme on est face à un corpus réglementaire assez dense, le ministère a pris l'initiative, à la demande des nombreuses parties prenantes, d'établir un guide donc, qui devrait être publié début avril sur le site du ministère, alors, qui permet de clarifier certains points pratiques avec des belles illustrations. Mais c'est vrai qu'il y a certains points dans le projet de document qui heurtent, peuvent heurter les professionnels. Et puis, il manque encore des éléments. Enfin, voilà, Alors, il devrait être des échanges qu'on a avec le ministère sur ce sujet. Là, il voudrait le sortir, en fait, parce que les textes d'application du L171.4 sont sortis et qu'il y a une grosse demande de clarification. Et il devrait être complété au fur et à mesure de la publication des autres textes pour l'article 40 et l'article 43 notamment. Donc ce n'est pas une version définitive, en tout cas j'ai la naïveté de croire ce qu'on me dit. Voilà, donc on pourra encore peut-être, on l'espère, faire bouger les lignes. Alors, ce guide dit à sa page 42, s'agissant de la possibilité de déport, que le gouvernement indique que la possibilité de déport, donc de l'obligation sur les ombrières, n'est possible qu'à titre transitoire. Les bâtiments relevant du L171.4, donc ceux qui font l'objet d'une construction nouvelle ou assimilée et donc qui utiliseraient cette possibilité de déport sur les ombrières. Alors là, je redis ce que dit le guide, devenant des bâtiments existants à compter de 2028. En fait, étant soumis, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est nouveau et construit, on devient existant. Alors ça, c'est ce que dit le guide, est absolument contraire, en tout cas au texte, sous réserve de la petite correction du décret. C'est-à-dire qu'on aurait bien deux dispositifs différents. On est nouveau ou on est existant. Et les champs des obligations sont distincts. Et le nouveau ne deviendra jamais existant dès lors que la définition des champs d'application de l'existant, elle est précise et il faut qu'on soit on va dire que le projet de guide est daté. On va dire qu'il n'a peut-être pas tenu compte encore. Ce que dit le guide de ce point de vue-là me semble vraiment tout à fait contraire au texte. C'est assez étonnant. Alors, il y a un petit sujet qui pour moi est extrêmement vicieux, mais qui à mon avis est aussi contraire au texte, ce serait le sujet de la rénovation lourde. Oui. Si on rénove lourdement un bâtiment existant au sens de la loi, c'est-à-dire un bâtiment qui existerait au 1er janvier 2024, un vieux bâtiment, on va prendre donner un exemple, voilà, on le rénove après, donc on dépose le PC pour une rénovation après le 1er janvier 2024, donc ça veut dire que ce bâtiment, en fait,
relève des constructions nouvelles ouais, par assimilation, c'est ce que dit la loi, et à suivre le guide, il serait construction nouvelle du fait de la rénovation, mais il resterait bâtiment ancien du fait qu'il a été construit avant. Donc vous voyez, là, c'est la double peine. Franchement, tirer de la loi de telles conséquences... C'est de l'obsolescence programmée, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça semble... mais c'est quand même écrit dans le guide. Et donc ça veut dire que si pour votre rénovation lourde, vous prévoyez du déport, à partir du 1er janvier 2028, on vous dira... Ah ben non, dorénavant c'est fini, à partir de 2028, le déport c'est fini, donc maintenant vous allez faire 100% de votre obligation en toiture. Voilà. Bon, j'espère que ce genre de petites difficultés vont être résolues. Alors on a deux nouvelles questions. Dans les bâtiments existants, on a aussi le décalage 2024-2025 selon l'emprise au sol. Oui, ça c'est pour les bureaux. Pour les bureaux, c'est ça, entre 2024, mais c'est uniquement pour les bâtiments. On part à 1000 en 2024 pour arriver à 500 Donc en si 2025. vous faites un bâtiment de bureau de 800 mètres carrés, vous avez... Enfin, ça dépend si vous voulez vraiment y mettre des panneaux ou pas, mais en tout cas, pour 800 mètres carrés, si vous déposez le PC avant le 1er janvier 2025, vous n'êtes pas dans le champ. Et autre question, où se trouve la toiture dans le cas d'un dernier niveau occupant 30% de l'emprise du bâtiment? On suppose la toiture, ça va être vraiment le dernier, la couverture du dernier étage. Donc, il faudrait peut-être illustrer avec un schéma. J'invite peut-être la personne qui a posé cette question à envoyer un mail à contact@fpifrance.fr, peut-être pour mieux comprendre le cas pratique. Alors, ce qui est certain, alors après les questions techniques, on va avoir du mal à y répondre à toutes. Mais ce qui est certain, c'est que pour poser le sujet, il y a bien un sujet d'emprise. Donc le point d'entrée dans le dispositif, c'est l'emprise, 500 mètres carrés. Ensuite, l'obligation se calcule sur la surface de toiture. C'est ça, tout à fait. Alors là, c'est des questions architecturales, etc. Mais en tout cas, c'est bien la conception de toiture. La toiture peut être évidemment plus petite que l'emprise. Voilà, c'est assez clair. Enfin, l'un et l'autre ne coïncident pas. Tout à fait. Voilà. Alors là, je pense qu'il faut que j'accélère parce que sinon, ça ne va pas aller du tout. Alors, il y a un régime d'exonération qui est vraiment important parce qu'il est conçu de façon assez... il y a quand même pas mal de cas d'exonération. Donc, la loi a introduit deux types d'exonération, qu'on appelle des exceptions. Soit pour des contraintes techniques de sécurité architecturale ou patrimoniale, soit au regard des conditions économiquement acceptables. Donc on voit qu'il y a deux points d'entrée, un point technique, un point d'entrée technique, un point d'entrée économique. Alors, le décret a décrit les conditions, les conditions de façon assez détaillée. On voit qu'il y en a pas mal qui portent principalement sur les rénovations. C'est là où on aura notamment des précisions sur les contraintes techniques et architecturales. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a là encore un distinguo à faire selon qu'on est en construction nouvelle ou assimilée ou en bâtiment existant. Les constructions nouvelles font l'objet d'un PC. Et manifestement, le parti du législateur, c'est de contrôler le respect de toutes ces règles de verdissement, et en particulier de la volonté du maître d'ouvrage de bénéficier d'une des exceptions à l'occasion de la délivrance du PC. Donc en fait, on va monter son dossier d'exception qui devra être validé par l'autorité compétente en matière d'urbanisme. D'où l'importance du guide, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quand même des chances que les services inspecteurs s'y réfèrent. Donc, d'où la nécessité qu'il soit ajusté. Là, je ne rentre pas dans le détail des exceptions, on pourra y revenir si vous voulez, mais elles sont écrites. On y reviendra indirectement avec notamment les aspects d'assurance et puis patrimoniaux. Le concept est relativement clair, même si la mise en œuvre est toujours un petit peu conséquente. Alors, ce qui est important, c'est que pour le L71.5, c'est-à-dire les bâtiments existants, c'est une obligation de faire, et évidemment, là, ce qu'on veut contrôler, c'est bien le fait que l'obligation est satisfaite. Donc, le contrôle, s'il y a exception, si on estime qu'on relève de l'exception, c'est qu'on décide de ne pas faire. Et donc, évidemment, il n'y a pas de contrôle par un dépôt d'autorisation, puisqu'on décide de ne pas faire. Donc là, ce que prévoit le décret en cours de préparation, c'est qu'en fait, on va exiger
alors des gestionnaires des immeubles, mais enfin Oui. indirectement, on va dire du propriétaire quand même. Enfin, bon, on essaye de faire bouger les lignes, mais oui, un vaste sujet. On n'y peut rien. C'est de monter son dossier et de le tenir à disposition en cas de contrôle. Donc vous voyez que c'est un dispositif qui est un peu différent. Là, il n'y a pas de contrôle en fait préventif à travers une autorisation administrative. Si évidemment on estime être dans le champ d'une exception, ça sera simplement avoir un dossier dans lequel on peut justifier, à compter évidemment de 2028, qu'on n'a pas fait. Alors juste pour répondre à la question d'un de nos participants, le seuil effectivement d'entrée dans le champ de cette réglementation, c'est l'emprise au sol et pas la surface de plancher des bâtiments. Voilà. Parfaitement. Voilà, ce qui est assez cohérent, hein, vu le dispositif quand même. Il faut que le bâtiment fasse une surface suffisante pour qu'il y ait un intérêt à les mettre. En sachant que c'est indépendamment des éventuelles prescriptions d'un PLU on voit certains projets de PLU qui sont assez pushing, on va dire ça comme ça, sur ce sujet. Voilà, alors je pense que là, on est arrivé au bout. Je vais très vite sur un dispositif de contrôle et sanctions. En fait, on rejoint le dispositif CCH prévu, qui figure aux articles 171-X du CCH. Non, pardon, 181 pour les contrôles et les sanctions. Bon, je pense que là, il n'y a rien de très original. On rentre dans ce vaste dispositif. Alors après, je voudrais parler rapidement des obligations pesant sur les parcs de stationnement. Alors, je sais que c'est peut-être pas la préoccupation première. Oui, mais voilà, mais on ne peut pas la passer sous silence. D'abord parce que l'obligation L71.4 porte à la fois sur le bâtiment, mais également, alors attention au vocabulaire, sur les aires de stationnement. Donc est incorporée au L71.4 une autre obligation qui donc coexiste avec l'obligation relative à l'installation des dispositifs en toiture ou déportés. C'est une autre obligation de plein droit, enfin je veux dire qui s'impose aux constructeurs et qui porte sur les aires de stationnement associées au projet. Alors l'obligation, c'est une obligation, je vais aller vite, principalement de perméabilité, de gestion des eaux pluviales. D'accord ? Voilà, donc ça c'est en fait une couche d'obligation qui résulte du L171.4. Alors, je vous dis tout de suite que pour le parc de stationnement, c'est beaucoup plus compliqué que pour les bâtiments. Et pour quelle raison ? C'est qu'on a vu que pour les bâtiments, a priori, on a deux dispositifs, L171.4, L171.5, qui sont alternatifs. Soit on est dans l'un, soit on est dans l'autre. Sous réserve de ce que je dis avant. Mais a priori, on va vers une situation qui est quand même, de ce point de vue-là, quand même plus simple. Alors, en revanche, pour les parcs, le choix du législateur et du pouvoir réglementaire a été de faire un millefeuille. Donc là, on a des dispositifs qui s'additionnent, qui chacun ont des portées différentes, donc ils ne vont pas toucher les mêmes types de parcs, qui chacun ont des obligations différentes, et qui chacun ont des échéances différentes. Alors là, on rentre dans un vrai casse-tête. Pour les parcs de stationnement, en fait, c'est le pire. Il faut en avoir conscience. Alors, si je prends un exemple, et on va partir d'un bâtiment qui relèverait du L171.4, par exemple, en construction d'un bâtiment. Bon, alors, d'emblée, dès lors qu'on est dans le champ du L171.4, eh bien, on est obligé de satisfaire aux obligations qui portent sur les aires de stationnement associées au projet. Et donc, c'est des obligations, comme je l'ai dit, de perméabilité, gestion des eaux pluviales. Bon, ça, c'est très bien, ça se comprend d'ailleurs assez bien. Voilà. Alors, après, première couche du millefeuille, si on dépasse 500 mètres carrés, alors on tombe dans le champ d'une autre disposition qui est le L111-19-1 du Code de l'urbanisme, alors qui vise les parcs de stationnement, qui n'est pas la même chose que la somme des aires de stationnement. Donc, évidemment, les articles réglementaires vont nous donner une définition du parc de stationnement, donc en tout cas du calcul de sa surface, et qui vise donc les parcs de stationnement de plus de 500 mètres carrés. Donc on retrouve ce seuil de 500. Pardon. Et d'emprise, forcément, c'est ça surface du parc. Ah oui, c'est la superficie, tout à fait, exact. Voilà. Donc, si on fait plus de 500 mètres carrés, on tombe dans le champ du L 111-19-1, on est dans le RNU en fait. Voilà, donc là, tombant dans le L111-19-1, on a d'autres obligations qui viennent s'ajouter. Alors, en fait, on va retrouver, dans le champ du L111-19-1, on va retrouver les obligations qui portent sur les aires de stationnement associées au projet. Donc, est-ce que c'est bien ça ?
les obligations de perméabilité et on va y ajouter des obligations d'ombrage, avec une alternative qui est soit avec des arbres, soit avec nos fameuses ombrières dotées de dispositifs ENR, bien sûr. Voilà. Et puis après, on a la troisième couche. Alors, je fais une présentation simplifiée parce qu'en fait, il y a plein de cas particuliers. Mais pour simplifier les choses, après, on a notre fameux article 40 de la loi Appert qui a entendu couvrir les parcs de stationnement existants. Y compris habitation, pour rejoindre la question des participants. Oui, alors les parcs de stationnement existants, avec un seuil de 1500. D'accord ? Et dès lors donc que le parc associé, que les aires de stationnement associées à mon projet s'incorporent dans un parc de stationnement de plus de 1500, je tombe dans les obligations de l'article 40 loi Appert, dont il faut comprendre que quand elle parle de parcs de stationnement existants, contrairement aux bâtiments existants dont on a parlé avant, ont une vocation exhaustive, c'est-à-dire qu'on va couvrir à la fois des parcs existants à une date, mais aussi des parcs nouveaux. Oui. Ça, c'est important. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je fais un projet de bâtiment, j'ai des aires de stationnement qui s'incorporent dans un parc de stationnement. Eh bien, il faut que j'anticipe. L'obligation immédiate, au moment où je dépose mon PC, c'est lié à la construction nouvelle. Si je fais plus de 500 mètres carrés, j'incorpore tout de suite les obligations du L111-19-1. Et il faut que je prévoie que je suis dans le champ de l'article 40 et qu'à une échéance qui est fixée par la loi, mais qui vient vite, il faudrait que je satisfasse d'autres obligations. L'article 40, ça consiste en fait à obliger à mettre 50% de panneaux photovoltaïques, enfin d'ombrières équipées de panneaux, sur 50% de la surface du parc. Donc là, on n'a plus le choix. On peut toujours avoir des ombrages pour le reste via de la végétalisation, mais en tout cas, il faut satisfaire. Bon. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un système d'empilement dans lequel, à un moment donné, il faut regarder dans quelle case on est pour savoir anticiper les obligations qui s'appliquent soit immédiatement, soit sont programmées pour l'avenir. Alors, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Alors, quand on regarde le guide... Ils ont fait des beaux tableaux. Alors, nous, on en avait fait un, je le rappelle aux adhérents, parce qu'on avait fait une note sur la loi ENR Appert avec un tableau qu'on a essayé de synthétiser, mais peut-être trop. Donc, on essaiera de le détailler. Alors, c'est dommage, on peut faire un zoom sur le guide, mais on l'enverra. On a prévu de reprendre, effectivement, certains... voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est on part de ces trois dispositifs, 171.4, 111.19.1 avec ses obligations mixtes, et puis après on a l'article 40 et on a différents cas de figure. On est dans le champ des bâtiments, enfin on est sur un bâtiment relevant du L65, on ne l'est pas. Et puis après, voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça nous prendrait trop de temps, mais il faut bien comprendre qu'on a des obligations très lourdes qui vont peser sur les parcs. Alors, qui sont soit associés au bâtiment, soit à des parcs de stationnement existants, extérieurs, etc. Alors, ça nous amène peut-être à une petite remarque, je vais finir là-dessus peut-être, c'est qu'il y a des possibilités de report des obligations pour les propriétaires de parcs de stationnement extérieurs existants, qui sont donc soumis à ces obligations si les parcs sont supérieurs à une certaine taille. Alors ça, je pense que c'est peut-être intéressant qu'on en parle, parce que c'est pour les projets de transformation, c'est ça? Parce que ça peut, c'est ce qu'on... Là aussi, on disait en aparté, ça peut intéresser les adhérents, quand ils regardent un foncier, de savoir qu'il y a ces obligations qui pèsent sur le propriétaire, pour peut-être, entre guillemets, arriver à le convaincre à faire un projet qui lui permettrait de ne pas rentrer dans cette obligation, parce que... il y a un projet de transformation de ce parc de stationnement. Oui, alors là, ce qui est important, c'est qu'il y a des obligations, mais simplement le propriétaire du parc peut y échapper s'il prévoit la suppression ou la transformation totale ou partielle de son parc avant les dates échéances qui sont fixées pour son verdissement. Même son électrification, parce que là on est en obligation de mettre de l'ENR. Donc en fait, si une autorisation d'urbanisme est délivrée avant l'expiration des délais, à ce moment-là il échappe à l'obligation. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que tous les propriétaires de grands parcs de stationnement, alors
peuvent être intéressés à les développer, en fait, pour des projets immobiliers. Ils peuvent se poser la question de savoir est-ce que j'investis pour le mettre aux normes, c'est ça. Ou est-ce que je vais chercher un promoteur de la FPI pour faire est-ce que c'est le moment de partir dans un projet de redéveloppement ou je ne sais quoi. Ouais. Voilà, donc ça c'est intéressant. Donc sur les parcs, je suis sûr que vous aurez plein de questions. Voilà, peut-être l'épisode 2, il y aura l'énergie et on reviendra peut-être sur d'autres points. Et on essaiera d'y répondre. Merci Xavier. Donc on a bien vu le champ d'application de ces dispositions. Et donc de manière plus générale, on a sollicité nos experts en assurance. Donc Pascal Dessieux qui va aborder le sujet de la responsabilité et puis Alexandre qui reviendra plus sur les politiques de souscription et un peu les points de vigilance, puisqu'on a vu on a des exonérations qui ont été prévues par les textes, mais certainement que voilà, il y a des petits sujets d'assurance. Donc je laisse la parole à Pascal pour le volet responsabilité, puisque la jurisprudence nous donne quelques indices, c'est ça? Oui, alors vraiment des indices plus que modérés. Hein. C'est bien là une des difficultés quand même du sujet, c'est que face à toutes ces obligations qu'on vient d'énoncer, on a un droit positif qui est loin d'être clair et précis. Les deux arrêts auxquels Bérengère fait mention sont des arrêts qui concernent ce qui ne nous concerne pas vraiment aujourd'hui, c'est des hypothèses où des travaux surexistants ont été réalisés il y a quelques années, donc sous l'empire d'une réglementation qui n'est pas celle-là, et en plus qui traite du sujet de manière très contestée, très contestable. Donc on est bien sûr que des évolutions sont à attendre sur le sujet. Donc une des difficultés, effectivement, du sujet, c'est qu'on n'a pratiquement pas de repères très précis en matière de jurisprudence. Donc tout ce que je vais vous dire, et ce qu'on dit en général, et ce qu'on écrit sur le sujet, c'est beaucoup de la prospective doctrinale, mais on ne peut pas se fonder sur des arrêts de principe ou des choses bien balisées, bien claires. Sur les deux sujets que je voulais aborder ce matin, en effet, effectivement, le régime juridique applicable à la responsabilité des promoteurs dans le domaine du photovoltaïque, et le régime juridique applicable aux souscriptions d'assurance dans ce domaine. Dans l'un comme l'autre, on est quand même dans un relatif flou. Alors bien sûr, quand on est dans l'opérationnalité au quotidien, on est obligé d'affirmer des choses, on souscrit, on prétend donner une application à tel ou tel article, mais moi j'appelle toujours à la modestie sur ce sujet, parce que là encore, ça ne repose sur rien de très précis au niveau jurisprudentiel. Alors je vais vous donner l'éclairage qui est le mien, mais avec toutes les réserves que je viens de vous donner. Alors, si on commence par la responsabilité, parce qu'effectivement, le sujet du photovoltaïque pour les promoteurs, alors je vais vraiment me concentrer sur les promoteurs, sur les opérations qui peuvent concerner les promoteurs. Je ne vais pas du tout parler de ce qui concerne les particuliers, c'est je pose une installation photovoltaïque toute seule isolée sur mon toit. C'est très complexe juridiquement, c'est même le plus passionnant juridiquement, mais ça n'intéresse pas les promoteurs. Donc, je ne vais pas parler de ça. Donc, pour comprendre ce sujet, il faut d'abord traiter effectivement, pour comprendre le sujet juridique assurance, il faut comprendre le sujet responsabilité. Beaucoup de gens embrayent immédiatement sur les questions d'assurance, sur l'article du Code des assurances qui parle effectivement des centrales, des ouvrages de production d'énergie ou pas, qui seraient l'accessoire ou pas d'un ouvrage principal. Sauf que il y a un sujet en amont qui est encore plus important, c'est quel est le régime juridique applicable à ceux qui construisent ou à ceux qui font construire, comme les promoteurs, en fonction de la réponse qu'on donne. À savoir, est-ce que le régime juridique applicable, c'est le régime des garanties légales de responsabilité, la responsabilité décennale ou pas? Si on répond oui ou si on répond non, évidemment, ça conditionne très largement l'application du régime juridique applicable à l'assurance. Bon. Donc, si on parle d'abord du régime juridique applicable à la responsabilité des promoteurs. Alors, en droit civil, les choses sont beaucoup plus simples que ce qu'on vient d'entendre sur l'urbanisme et le code de construction de l'habitation, parce qu'on reste assez terrien, assez basique. C'est-à-dire que pour un promoteur, un ouvrage neuf, c'est quoi? C'est un ouvrage neuf, effectivement, qu'on va équiper, qu'on va vendre en VFA, par exemple, avec un lot équipé d'une centrale photovoltaïque. Ça peut être le premier cas. Ça peut être aussi une rénovation lourde équipée de photovoltaïque. Ça peut être une surélévation équipée de photovoltaïque. Vous voyez, c'est toujours des cas qui sont relativement simples, mais vous voyez, c'est des cas où on construit quelque chose qui se trouve à être équipé de panneaux photovoltaïques, mais d'abord, la première chose, c'est qu'on construit quelque chose.
Alors, on peut aussi, on a des opérations encore plus complexes, effectivement. On a les cas de construction d'un ouvrage neuf, lequel ouvrage neuf sera divisé en volumes, avec un volume inférieur et un volume supérieur. Le volume supérieur étant destiné à servir d'assise foncière à l'installation d'une centrale photovoltaïque, qui ne sera pas forcément réalisé par le promoteur, mais réalisé par celui qui sera titulaire des droits à construire sur le volume en question. Et déjà, la complexité s'accroît. Bref, pour être sur le sujet de la responsabilité principalement, si on appliquait le droit civil classique, on dirait, eh bien, tout élément, tout vice qui viendrait à affecter ces éléments d'équipement, parce que normalement, ces centrales photovoltaïques, ces panneaux photovoltaïques s'analyseraient plutôt comme des éléments d'équipement de l'ouvrage, tout vice qui aurait pour siège ces éléments d'équipement de l'ouvrage et qui porterait atteinte à la solidité, il y a peu de chance, mais quoique l'incendie, on peut en parler, ou à la destination de l'ouvrage, eh bien, entraînerait la mise en jeu de sa responsabilité décennale. Sauf qu'on a un article du Code civil qui vient perturber le jeu, qui est l'article 1792-7 du Code civil. Cet article 1792-7 du Code civil, qui est issu de l'ordonnance du 8 juin 2005, il avait vocation, à l'origine, de sortir du champ d'application de la responsabilité décennale un certain nombre d'éléments d'équipement qu'en langage non juridique on appelle du process. Alors il faut savoir qu'en 2005, quand ça a été écrit, je fais partie de ceux qui ont participé à la rédaction de cet article et de cette ordonnance, en tout cas aux débats qui ont été très longs autour de ce sujet. À l'époque, le photovoltaïque, enfin un bâtiment qui produit de l'énergie, c'était inconcevable. Ce que l'on visait à l'époque, ça n'avait strictement rien à voir avec le photovoltaïque, ce qui explique en grande partie les difficultés qu'on connaît aujourd'hui, parce que l'article 1792-7 n'a pas été vraiment écrit dans la perspective du photovoltaïque. On essaie aujourd'hui de le tordre, de l'adapter comme on peut, mais enfin, c'est parfois un peu difficile. Alors cet article 1792-7, le promoteur en principe doivent le connaître, c'est un article qui dit que certains éléments d'équipement de l'ouvrage, en l'espèce ceux qui ont une fonction exclusive de permettre l'exercice d'une activité professionnelle. Ne dit que ça, l'article 1792-7 du Code civil. Bon. Et donc, se pose la question de savoir s'il va s'appliquer à nos installations. Alors, je fais l'économie d'un cas où les travaux ne pourraient pas se voir appliquer l'article 1792-7. Ah oui, c'est le cas où finalement l'installation cesserait d'être un élément d'équipement. Ça semble bizarre. Comment c'est possible ? Oui, effectivement, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Si effectivement cette installation n'a pas vocation à équiper un bâtiment en cours de construction, mais elle est la raison d'être, elle est l'ouvrage lui-même. C'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, l'exemple que je prenais, c'était l'exemple de la division en volume, avec un volume destiné à la construction d'une installation photovoltaïque. Eh bien, celui qui est maître d'ouvrage de cette installation, lui, il est maître d'ouvrage, il fait construire quelque chose qui est un ouvrage. L'installation devient un ouvrage. Hein. On peut avoir ça dans les opérations un peu sophistiquées, par exemple, où où la VFA est doublée d'un BFA. C'est-à-dire un bail en la future d'achèvement. Hein, et où effectivement, là encore, celui qui va faire construire l'installation n'est pas le promoteur d'origine, et pour lui, si vous voulez, l'installation est un ouvrage, et plus un élément d'équipement. Mais alors attention, si c'est un ouvrage et plus un élément d'équipement, alors l'article 1792-7 ne lui sera pas applicable. C'est les mêmes panneaux, bien sûr, ils produisent de l'énergie, pour être vendu ou pas, mais dans un cas on appliquera l'article 1797, dans l'autre on ne l'appliquera pas. Donc ça c'est un premier sujet. Ensuite, c'est un sujet donc moi j'appelle d'éligibilité. Est-ce que tous ces travaux d'installation photovoltaïque sont éligibles à cet article, à l'application de cet article ? Oui, tant que ça reste des éléments d'équipement. Si jamais ça devient des ouvrages, évidemment à ce moment-là l'article, ça choque beaucoup de gens, parce que c'est les mêmes panneaux, hein, oui, mais dans un cas, on applique l'article, dans l'autre, on ne l'applique pas. C'est la tendance de la jurisprudence, de peu d'arrêts que nous avons, c'est la tendance d'appliquer strictement l'article, dire ça s'applique uniquement pour des éléments. Si les éléments d'équipement sont devenus des ouvrages, on n'applique pas l'article. Bon, ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, l'article 1792-7, c'est un article qui, effectivement, a des contraintes. Je veux dire qu'on doit réunir des conditions d'application pour qu'il puisse s'appliquer. Alors,
comme je vous le disais tout à l'heure, l'article n'a pas été rédigé dans l'esprit du photovoltaïque, donc un petit problème déjà, si on veut être puriste, c'est qu'on parle de l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Or, chacun a fait observer qu'en vérité, l'installation, elle est souvent sur l'ouvrage. Évidemment, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque où on a rédigé cet article, on visait tout autre chose. On visait les process industriels, les machines qui se trouvaient effectivement livrées en même temps qu'une usine ou qu'un entrepôt, etc. Et c'est vraiment ça qu'on voulait exclure uniquement. Donc c'était toujours des installations qui se trouvaient dans l'ouvrage, donc on parle de dans l'ouvrage. Certains ont fait observer qu'en effet, c'est sur l'ouvrage. Alors comme la tendance de la jurisprudence est plutôt de ne pas trop appliquer cet article, il n'est pas à exclure qu'un jour, elle se réfugie, si elle a envie de ne pas l'appliquer, sur cette nuance sémantique. Ensuite, qu'entendre par finalité professionnelle exclusive? Alors là, soyons clairs, on n'a pas de jurisprudence, on n'a qu'un seul article, un seul arrêt, du 14 décembre 2022, qui concerne, pas le photovoltaïque d'ailleurs, mais qui concerne une histoire d'un ouvrage neuf, pour lequel on discutait du point de savoir si le réseau informatique, le réseau Internet, pouvait être considéré comme un élément d'équipement à vocation exclusivement professionnelle ou pas. La Cour de cassation, comme c'est la tendance, à considérer que non, ce n'était pas un élément à vocation exclusivement professionnelle, parce qu'il participait aussi de la destination, de la raison d'être de l'ouvrage. On ne conçoit pas un bâtiment de bureau sans cette installation. Donc, résultat, on n'applique pas là. Donc c'est le seul cas où on a tenté d'expliciter ce que c'était que l'exclusivement professionnel. Pour le reste, c'est de la prospective. Alors la prospective, la voilà. Bon, d'abord, évidemment, si on est dans un cas d'autoconsommation, même partielle, même modeste, c'est-à-dire que si l'électricité produite par l'installation sert en partie à l'autoconsommation, évidemment, on ne sera pas dans un cas d'exercice exclusif. Le mot est important, d'exercice exclusif, mais simplement partiel. Donc, on n'appliquera pas l'exclusion de 1792-7 à toute installation qui alimente en tout ou partie le bâtiment. Bon. Et quand elle ne l'alimente pas, alors effectivement, on a fait observer, les promoteurs font observer qu'aujourd'hui, on réalise encore des installations qui ont pour finalité d'utiliser l'électricité entièrement pour l'extérieur du bâtiment. Alors là, il faut être prudent. Alors, dans la pratique, souvent on ne s'embarrasse pas de détails, on dit si l'électricité est vendue, alors on applique l'article 1792-7. Bon, outre qu'on n'a pas de jurisprudence, en réalité tout ça peut être nuancé. On en parlait la semaine dernière, hier, ou avant-hier, je ne sais plus, à la commission assurance. En fait, certains de la FPI, certains ont fait observer un certain nombre de choses. D'abord, on parle de fonctions exclusivement professionnelles, c'est-à-dire qu'on part de l'idée que l'installation photovoltaïque aurait une fonction, elle ne pourrait servir qu'à un dessein professionnel. Or, en réalité, la personne qui soulevait ça dans la commission à juste titre faisait observer que, c'était une donnée à un moment donné, l'installation en l'état ne servait qu'à la vente, à produire de l'électricité qui était entièrement vendue, mais intrinsèquement, cette installation du jour au lendemain, elle pouvait aussi alimenter le bâtiment. Et on voit bien que, justement, à l'époque, en 2005, on visait des installations qui, par elles-mêmes, ne pourraient jamais faire autre chose que servir une activité professionnelle, du process, des machines, etc. Quoi qu'on fasse, elles ne pourraient jamais faire autre chose que ça. Ça, c'est des installations qui, en réalité, aujourd'hui, provisoirement, ont certes une fonction exclusivement professionnelle, mais demain, elles pourraient tout à fait avoir une fonction qui ne le serait pas. Donc, est-ce que ça rentrerait dans l'exclusivement professionnel? On peut le discuter. Et puis, troisième point aussi, dans le fond, compte tenu de la réglementation très complexe sur la performance énergétique et surtout environnementale aujourd'hui depuis 2020, on peut aussi très bien argumenter en disant que ces éléments d'équipement, ils ont aussi pour fonction, entre autres, de permettre à l'ouvrage de satisfaire aux objectifs environnementaux, au bas carbone. C'est-à-dire que cet ouvrage, ainsi équipé, produit de l'électricité verte, etc. Et donc, il contribue à permettre au bâtiment de satisfaire aux contraintes du bas carbone. Ça peut aussi, et j'attire l'attention, pourquoi j'attire lourdement l'attention là-dessus? Parce que, je vous dis encore une fois, la tendance de la jurisprudence et de la Cour de cassation sur cet article, c'est de ne pas avoir tellement envie de l'appliquer. Donc, je suis en train de là vous énoncer tout ce qu'on pourrait bien trouver, sur pas de nécessité si on ne voulait pas l'appliquer. Voilà ce que les tribunaux pourraient considérer. Responsabilité. Alors, sur le sujet de l'assurance. Alors, le sujet de l'assurance, on change complètement d'orientation. Moi, je vais parler uniquement des problématiques juridiques
qu'oppose la souscription. Après, le marché propose une certaine offre, etc. Mais moi, je propose toujours de parler de l'encadrement juridique de ce qui est proposé aujourd'hui. Alors, ce qui est proposé aujourd'hui, repose sur un paradoxe que je souligne toujours dans toutes mes interventions, c'est que, en fait, la souscription est très technique. On considère que les questions techniques sont très importantes, et elles le sont en fait, évidemment, dans ces matières-là, surtout dans le domaine du photovoltaïque. Mais ce que je suis toujours contraint de rappeler, c'est que ces contraintes techniques, elles existent factuellement dans la souscription, elles n'existent pas dans les textes. Je veux dire par là que la loi Spinetta, même si elle a été rédigée par un ingénieur général des ponts, ignore totalement les sujets techniques, n'inclut pas la technique dans l'étendue de la garantie, de quelque manière que ce soit, ni dans sa définition positive, ni dans l'énoncé des exclusions. On ne parle pas de technique. On en parle tout le temps en souscription, mais on n'en parle pas dans la loi. Moralité, la rencontre des deux, c'est que pour faire en sorte que le marché puisse quand même essayer d'introduire des considérations techniques là où la loi n'en a pas, on utilise un certain nombre d'artifices. Et le premier des artifices, c'est de faire en sorte que les considérations techniques fassent l'objet d'une déclaration du risque de la part de l'assuré. Parce que si effectivement on arrive à considérer que l'assuré a procédé à des déclarations de risque sur la technique, alors le Code des assurances, en effet, prévoit des possibilités pour l'assureur, dans certains cas de figure, de non pas, on entend parfois dire, d'opposer des refus de garantie, mais tout simplement de limiter sa garantie en appliquant la règle proportionnelle de prime, par exemple, c'est-à-dire je diminuerai l'indemnité en cas de sinistre à proportion de l'aggravation, de la proportion de la sous-estimation du taux qui est résulté de cette fausse déclaration ou cette déclaration devenue fausse sur le terrain technique. Vous m'avez donné des précisions sur l'installation au plan technique. Il s'avère qu'elles sont fausses ou devenues fausses. Si j'avais su, j'aurais appliqué un taux de prime de temps. En réalité, j'ai appliqué un taux de prime bien inférieur de 20%. Et en cas de sinistre, je diminuerai l'indemnité de 20%. Bon. En tant que juriste, je souligne toujours que, comme du coup tout ça n'est pas dans la loi, mais c'est de la pratique, on se fonde sur quoi pour effectivement parler de technique? On se fonde sur la notion de technique courante. La technique courante, à défaut d'être dans la loi et même pas dans la norme, elle est dans une définition que le marché adjoint dans tous les contrats d'assurance et dans tous les questionnaires, parce que quand on souscrit le contrat, c'est là qu'on fait ces déclarations de risque, et donc on les fait sur la base d'un questionnaire. Et le questionnaire vous dit, voilà la référence, la définition de la technique courante. Alors, le problème, il me plaît toujours à souligner, c'est que quand on lit cette définition de la technique courante pour le maître d'ouvrage, puisqu'on ne parle qu'au maître d'ouvrage aujourd'hui, si c'était une entreprise, je dirais autre chose, mais le maître d'ouvrage, il n'est pas censé maîtriser beaucoup ces considérations d'ordre technique. Et on s'aperçoit que cette définition, en fait, notamment, elle dit que ne sont pas de technique courante des ouvrages qui ont été mis en observation par la C2P. Là, il faut voir la légende de ce qu'est la C2P, etc. Mais le problème, c'est que pour découvrir que ces techniques ont été mises en observation par la C2P, il faut déjà être au courant, effectivement, de différentes alertes de publication semestrielles qui ont été faites en janvier 2018 et qui ont mis de manière générale tout le photovoltaïque dans la technique non courante, mais qu'il est réintroduit dans la technique courante s'il est sur une fameuse liste verte. Alors, on rêverait qu'en interrogeant le site internet de l'AQC auquel renvoie la définition, on puisse avoir une rubrique liste verte. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, ceux qui sont habitués vous disent oui, mais c'est très simple, on trouve la liste. Il n'y a pas de rubrique liste verte, il faut quand même aller la chercher. Il faut aller dans les publications de l'AQC. Effectivement, contient tous les procédés techniques photovoltaïques qui sont considérés comme étant susceptibles d'être assurés, puisque en étant en technique courante. Mais j'insiste sur le fait que, puisque l'accroche technique qui a été choisie, c'est la déclaration du risque, et que le Code des assurances, L113-12.3, dit quand même que on ne peut se prévaloir d'une réponse que si la question est... on ne peut se prévaloir d'une réponse donnée par l'assuré à propos d'une question exprimée en termes généraux. Effectivement, il peut y avoir un débat sur j'ai mal répondu parce que j'ai pas compris la question. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis un deuxième sujet aussi, qui est important, d'un assureur, qui l'avait soulevé il n'y a pas longtemps, c'est qu'effectivement, puisqu'on se réfère à une liste qui est sur un site internet, qui permet de dire qu'à un moment donné, la liste verte, c'est ça. Petit problème technique, il n'y a pas d'historicité sur le site. C'est-à-dire qu'on serait bien incapable, 4 ans après,
de dire ce qui était dans la liste et ce qui ne l'était pas à l'époque. C'est un sujet de conservation de la Sujet, preuve. ouais, de conservation de la preuve. Bon. Et puis, alors, deuxième sujet, et j'en aurais terminé pour les maîtres d'ouvrage, qui n'est pas leur propre leur propre souscription qui est en cause, mais de manière indirecte quand même, c'est que quand vous souscrivez une police de dommage ouvrage, je parle que des dommages ouvrages, on est sur des promoteurs, on vous demande de constituer un dossier technique. Et ce dossier technique, pour partie, il est composé effectivement d'attestations RC décennales des entreprises qui interviennent, qu'on doit fournir. Et ça, on sait que pour les maîtres d'ouvrage, c'est un sacré casse-tête. Souvent, ils ont une personne à temps complet qui est dédiée justement à cette tâche de glaner les attestations. Et là, il y a un sujet, c'est que valider les attestations des entreprises, même si aujourd'hui la loi impose un certain nombre de mentions, n'est pas aussi simple qu'on pourrait penser. Pourquoi ? Parce que parmi les mentions qui doivent figurer, qui permettent de dire l'attestation est valable ou pas valable, il y a la définition de l'activité. Ah oui, ça, si l'entreprise n'a pas l'activité photovoltaïque, la jurisprudence aboutit à dire qu'elle n'est pas couverte, donc l'attestation n'est pas valable. Si on en était que là, ma foi, ce serait bien simple. Oui, mais le problème, c'est que la pratique s'est développée d'introduire des précisions d'ordre technique dans la définition de l'activité. Alors, les puristes diront comment c'est possible, c'est interdit. On a une jurisprudence de 2018 qui dit bien on n'introduit pas la technique dans la définition de l'activité. Oui, mais on a un seul arrêt, un arrêt du 30 janvier 2019, qui lui s'est laissé aller dans une affaire qui n'a rien à voir avec le photovoltaïque, mais qui laissait à dire que on pouvait, alors il ne revient pas du tout sur la jurisprudence, mais par une pirouette sémantique très intéressante, cet arrêt nous dit si on ne peut pas introduire de définition technique, de données techniques dans la définition de l'activité, de temps en temps, le procédé technique peut devenir une activité en tant que telle. Ah, bon, ça a été dit que par un seul arrêt, et je me suis laissé dire qu'il est pas certain et même peu probable qu'il soit renouvelé. Mais il existe. Alors du coup, on s'est engouffré dans la brèche. Et donc le problème, c'est que qu'en matière photovoltaïque, aujourd'hui, quand on délivre une attestation, on dit à une entreprise, vous êtes couvert pour ce procédé de des numéros avec des chiffres qui... Bon. Et donc la difficulté, c'est qu'effectivement, quid si le procédé qui a été finalement mis en œuvre sur le chantier ne correspond pas strictement. Les gens qui ne sont pas vraiment connaisseurs, ils vont dire mais il avait l'activité photovoltaïque, oui mais pas le produit donné, etc. Je ne discute pas de l'opportunité au plan technique, je comprends toujours qu'en matière pour un assureur, effectivement, couvrir tel procédé ou tel autre, c'est pas la même chose, je suis d'accord, mais moi je parle juste de la possibilité juridique de faire. Hein. Après, l'opportunité, comme je dis toujours, c'est pas mon sujet. Donc, mais voilà, donc il y a un premier point, et le deuxième point, et j'en aurais terminé, c'est qu'en plus, on en a profité pour, et c'est validé ça par la Cour de cassation, de permettre d'introduire dans la définition de l'activité, donc ce qui définit l'objet, ce qui est vraiment couvert, les surfaces. Les surfaces, et effectivement, on a un arrêt du 1er mars 2023, 3e chambre civile, où effectivement, on valide une définition d'activité qui réduit à une certaine surface la possibilité pour l'assuré d'exercer son activité d'installation de panneaux photovoltaïques. Donc vous voyez, faites attention, quand vous jugez de la validité d'une attestation qu'on vous remet, il n'y a pas simplement la question de savoir si l'entreprise a l'activité photovoltaïque, mais il y a la question du procédé, il y a la question de la surface. Alors, la question de la surface, elle est validée par la Cour de cassation. La question du procédé, que tout le monde considère comme normal aujourd'hui en souscription, tout le monde va vous mettre le procédé. Moi, je suis quand même assez réservé sur sa légalité. Je sais qu'on a un arrêt, mais je ne suis pas certain que dans d'autres circonstances, il serait renouvelé. Conclusion. Ma conclusion, mais je l'ai beaucoup déjà diffusée, cette idée, c'est que face à une volonté effrénée des pouvoirs publics de développer le photovoltaïque à tout va, on s'aperçoit, on l'a déjà entendu tout à l'heure, et je le redis aussi, que le contexte juridique est loin d'être stabilisé. Et c'est quand même ça aussi une difficulté. Il n'est pas stabilisé en matière de responsabilité, parce que finalement, d'ailleurs, il y a un petit point, c'est que quand l'installation est effectuée dans le cadre d'une VEFA, et qu'elle porte sur un élément, une installation qui produit l'électricité entièrement destinée à la vente. On aurait tendance à dire, si elle est entièrement destinée à la vente, bon, elle sort de la responsabilité décennale, et donc indirectement de l'assurance obligatoire. Oui, et sur quel régime tombe-t-on alors ? Parce qu'on ne peut pas tomber sur le régime de droit commun, on ne peut pas en VEFA. On ne peut pas appliquer en VEFA le droit commun.
va pas l'appliquer par principe. Il y a de la jurisprudence interminable là-dessus. Donc, c'est quoi? Donc, si l'installation est défaillante, ce ne sera pas de la responsabilité décennale, mais en VFA, on ne peut pas introduire non plus la responsabilité contractuelle du droit commun. Je ne parle pas des dommages intermédiaires, je parle vraiment de la responsabilité contractuelle du droit commun. Bon, voilà, on est sur une impasse. Et puis, effectivement, en assurance, eh bien, on est sur un système qui vit sa vie, un peu en marge des textes, et on est donc toujours à la merci qu'un jour, il y a un arrêt de la Cour de cassation qui renverse le jeu et qui dit, oui, vous avez pratiqué comme ça, c'est très bien, mais en réalité, moi je considère que cette précision que vous donnez dans les activités, que vous ajoutez notamment sur le procédé technique, elle ne doit pas être et elle n'est pas légale. Voilà. Ça. Merci Pascal pour ce tour d'horizon. Juste, on a quelques questions alors que je vous soumets parce que peut-être qu'elles s'adressent à vous deux. Alors, juste pour les participants, il y a encore beaucoup de questions sur l'intervention de Xavier. On essaiera d'y revenir dans le temps imparti. Juste sur l'article 40, c'est l'article 40 de la loi APER. On fera des slides avec les beaux tableaux, ceux de la FPI mélangés avec ceux du projet de guide, c'est promis pour tâcher d'y voir plus clair. Dans les questions sur le volet assurance, donc y a-t-il une différence de souscription d'assurance si la centrale est gérée en autoconsommation ou en revente d'énergie? C'est le sujet qui a été évoqué. Ça s'agit de responsabilité. Ouais. Effectivement, si on considère que l'intégralité du courant d'électricité est produit et vendu à l'extérieur, on tombe sur cet article 1792 qu'on ne sait pas vraiment comment interpréter. J'ai fait des réserves tout à l'heure sur cette notion d'usage exclusivement professionnel. Donc il n'y a pas... Et donc sur l'hypothèse que tu évoquais tout à l'heure, donc finalement comment distingue-t-on si c'est un ouvrage ou non quand on a des VFA, BFA avec des panneaux? Tout va dépendre du montage en fait de l'opération. C'est-à-dire que l'opération de VFA en elle-même, là on construit un ouvrage qu'on vend en VFA. Bon. Ensuite, effectivement, si on a une partie pour laquelle on a signé un BFA et qu'on a signé un BFA avec une société X ou Y qui elle-même va avoir un locataire, et c'est ce locataire dans le cadre du BFA, puisque BFA, donc c'est ce locataire qui, dans le cadre d'un BFA, va se trouver en situation de faire les travaux et qui sera maître d'ouvrage, parce que c'est lui qui paye les travaux, et qui sera peut-être même propriétaire de l'installation, parce qu'il aura été prévu dans le bail civil, le bail commercial, qui gardait la propriété jusqu'à la fin du bail, et s'il garde la propriété, il est donc créancier de la responsabilité décennale, etc. On a la question aussi de quid si les panneaux photovoltaïques ont une fonction d'étanchéité, garantie décennale, biennale. Alors ça, c'était les premiers panneaux en 2008. Aujourd'hui, c'est quand même en voie d'extinction. Et si effectivement ils ont une fonction d'étanchéité, depuis toujours, on a considéré que ça relevait entièrement ça ne pouvait pas être exclu, puisqu'ils n'avaient pas une fonction exclusivement professionnelle, ils avaient une destination d'assurer l'étanchéité et la production électrique. Donc en droit, je crois que ça on n'a pas de jurisprudence, toujours pareil. Mais enfin, je ne vois pas de sujet juridique là-dessus. Si effectivement les panneaux concourent à l'étanchéité, voilà. Pas de doute. Pas de doute. Et encore deux questions. Doit-on déclarer les installations photovoltaïques en cas de division en volume à la DO de l'opération? Parce qu'on va retomber sur la notion d'ouvrage, finalement, si on fait une division en volume. Oui, c'est la manière dont on décrit l'ouvrage. Ça dépend. Si on fait une division en volume et qu'en réalité, l'installation est réalisée par quelqu'un d'autre que le maître d'ouvrage d'origine, tout simplement, ça ne va pas rentrer dans la DO. Et après, on a une autre question, mais ça qui n'est pas forcément focus assurance. Quid d'une mission spécifique du maître d'œuvre d'exécution à prévoir pour l'installation de ces panneaux? Ça peut rentrer dans son... Non, pourquoi pas, on peut en parler, je vais essayer de l'aborder. Peut-être. Quelques points de vigilance, ça fait la transition. Voilà. Parfait. Merci. Alors tout d'abord, peut-être préciser que le rôle d'un assureur, l'assureur d'un promoteur, c'est bien évidemment de souscrire des risques et définir des conditions d'acceptation. Et si l'assureur il n'a pas le recul nécessaire, il doit observer et étudier ses risques. Alors peut-être un retour en arrière introductif, il y a 10-15 ans, on l'a un petit peu abordé. Le marché de l'assurance, le marché a connu un essor très rapide de l'installation photovoltaïque, avec à l'époque en effet des procédés qui étaient très orientés à l'intégrer en bâti. Et on a constaté l'apparition très rapide de difficultés
alors qui résultait de plusieurs facteurs, hein. Le premier, c'était la qualité des produits et des procédés. La demande était en très forte hausse, hein, à l'époque, et on avait une offre qui peinait à suivre. On avait aussi la qualité des intervenants, qui pouvaient poser difficulté, avec des installateurs qui parfois sont intervenus de manière opportuniste sur ce marché, hein, qu'on peut avoir encore aujourd'hui, hein, mais aussi avec des compétences insuffisantes et mal ou pas assurées. Donc ça a posé des vraies difficultés. On a eu aussi le sujet normes et réglementation qu'on a beaucoup abordé aujourd'hui, mais le choix d'imposer l'intégré au bâti à l'époque, qui était une technologie nouvelle peu éprouvée, avec un cadre normatif sur des modules photovoltaïques qui n'était pas en tant que tel approprié à cet intégré au bâti. Donc ce qu'on a connu, c'est des sinistres sériels. Dès 2012, hein, avec le fameux... Enfin, il y en a eu plusieurs, hein, mais il y a un seul défaut qui a entraîné de multiples sinistres, hein, et on peut citer, sans revenir dessus, celui de Schoten, hein, ou de Solar Fabric. Donc les conséquences ont été lourdes, hein, pour les promoteurs, pour les installateurs, pour les assureurs. La responsabilité décennale était clairement engagée, hein, et le recours était resté théorique aussi sur les fabricants. Parce qu'à l'époque, en cas de faillite, le recours ne pouvait pas aboutir, ou en cas de non-assurance ou mauvaise assurance. Donc, sans parler des impacts en termes d'image sur les maîtres d'ouvrage qui s'étaient lancés sur ce marché. Donc oui, l'assurance du photovoltaïque à l'époque, c'est clairement tendu. La filière n'était sûrement pas assez structurée pour se lancer sur ce marché, et pour toutes ces bonnes raisons, il y a vraiment une tension et une observation de procédé. Alors cette observation de procédé, elle a permis pour autant de conserver une approche pragmatique de la part des assureurs, dont SMA BTP, hein, et on tient aussi à le souligner avec l'aide des fédérations professionnelles, FPI, mais aussi les fédérations professionnelles dédiées au PV qui se sont constituées, hein. On a pu avoir une meilleure circonscription des risques, et ça a été très positif pour la filière. Ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est que dans les politiques de souscription, nous, l'assureur, on souhaite vérifier si un procédé dispose ou non d'un avis technique. Est-ce que ce procédé il est posé par une entreprise compétente, qualifiée, ça ne change pas des autres activités, et assuré. Ça, et bien assuré. Et bien assuré, surtout. tout à fait. Donc le véritable enjeu, il est clairement de vérifier la bonne performance du produit. C'est là où on a eu des griefs par le passé. Donc nous, ce qu'on veut, c'est mesurer la performance d'un produit sur la longue durée. On parle de garantie longue, hein, décennale, donc c'est un élément qui est assez clé. Donc quand on dit un produit sous avis technique validé, non mis en observation par la C2P, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce produit, pour l'assureur, il présente moins de risques. Et pourquoi il présente moins de risques? Parce on connaît son aptitude à l'emploi, on connaît sa performance et on connaît sa bonne mise en œuvre en technique courante. Ça, c'est clé par rapport à l'observation d'un assureur. Au niveau des pratiques des marchés actuels, les recommandations et les vigilances qu'on doit surtout donner à avoir en tête pour un promoteur, hein, c'est... Alors, je ne vais pas revenir sur le champ de la technique courante, technique non courante, hein, mais quelques principes fondamentaux. La technique courante, ce n'est pas un gros mot. Technique courante, au sens de SMA BTP, c'est un moyen de prévention. Et c'est un moyen de sensibilisation des entreprises pour discuter. Alors oui, l'idée, c'est de généraliser, et l'objectif des assureurs aujourd'hui et des fédérations, et des installateurs et des promoteurs, c'est comment on normalise le risque, comment on rentre dans le champ de la technique courante. Et c'est en ça qu'on travaille depuis plusieurs années. Mais technique courante, aujourd'hui, pour le champ du photovoltaïque, ça concerne les produits sous avis technique. Et il y en a un certain nombre, et ils sont accessibles sur la liste de l'AQC. L'ergonomie, on peut en parler des heures, mais oui, ils sont accessibles, ils sont historisés, donc il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Technique non courante ne vaut pas non plus surprise, mais il ne faut pas avoir peur de revenir vers son assureur. Quant à la lecture d'une attestation d'assurance, on se rend compte que l'activité n'est pas forcément bien cadrée. Vous avez un assureur qui doit vous accompagner, qui doit vous donner cette clé de lecture sur l'attestation d'assurance. Ensuite, pourquoi j'insiste sur les avis techniques et sur le produit? Quelle est la différence entre un procédé sous avis technique ou un procédé sous ETN, enquête de technique nouvelle par exemple? L'ETN, si je donne quelques clés de lecture, hein, ça ne traite pas de l'aptitude à l'emploi sur un certain nombre d'items à risque, et ils ne sont pas non négligeables, hein, comme la sécurité incendie, la sécurité électrique. Là, on atteinte à la solidité. ou encore la mise en œuvre, qui est parfois source de sinistre aussi. Hein. Donc, on entend parfois dire que la démarche de se lancer vers un avis technique pour un fabricant, c'est long et restrictif. Il y a quelques jours aussi, j'ai échangé avec un fabricant qui me disait que la conclusion de la démarche d'avis technique, ça aboutit à une zone restreinte de France où son procédé pouvait être mis en œuvre. Mais la démarche d'un avis technique, les essais d'arrachement qui sont faits, les essais de charge, ont montré que ce procédé ne tenait pas dans certaines zones de France. Donc heureusement qu'il ne doit pas le mettre sur certaines zones de France, parce que les essais l'ont prouvé que ça ne tiendrait pas. Donc tant pour le promoteur, tant pour l'installateur, tant pour le fabricant, c'est du bon sens d'aller vers cet avis technique pour justifier la pérennité de la structure sur le long terme. Ça, c'est extrêmement clé. Il faut aussi noter que ce qui n'est pas simple aujourd'hui dans le photovoltaïque, c'est que par rapport à d'autres activités, il n'y a pas de DTU.
Il n'y a pas de DTE sur le photovoltaïque aujourd'hui, donc les fédérations y travaillent, mais c'est clair que c'est quelque chose qui ne permet pas de normaliser le risque aussi simplement. Donc en tant que promoteur, vous devez vous assurer que le produit est performant, vous devez vérifier que l'entreprise qui va effectuer la prestation du lot PV est bien compétente et qualifiée. Ça, c'est un point clé, hein, et que les limites de marché sont spécifiquement définies pour que le procédé retenu par le maître d'œuvre soit bon. Et je prends des exemples assez triviaux, mais quand vous êtes sur du neuf, j'essaie de répondre à travers ça à la question de l'adhérent. Quand vous êtes sur du neuf et que vous avez par exemple un marché PV en surimposition, c'est le cas générique aujourd'hui, l'intégrant bâti on n'en voit plus trop, mais il existe encore aujourd'hui, mais en surimposition sur une couverture inclinée, clairement la compétence d'entreprise, c'est pas que l'électricité. La compétence de couverture est clé. Aujourd'hui, les sinistres, je vais revenir là-dessus, mais les sinistres qu'on observe, c'est plus de 60% liés à des défauts d'étanchéité. Alors justement, il y a deux questions peut-être sur ce point-là. Si le procédé photovoltaïque est une activité, donc il est hors DO, c'est pas exactement ça. Non, c'est pas exactement ça, non. Et une autre remarque sur les attestations RCD, c'est parfois encore plus subtil, avec des attestations dissociant la pose et ou le raccordement. Alors ça, je vais y venir, ouais. Donc voilà, il faut des compétences de raccordement électrique, ça vous le retrouvez sur tous les donc pas juste l'électricité. Mais électricité, si vous intervenez en couverture, le procédé que vous allez fixer sur la couverture, si vous n'avez pas la compétence pour... Voilà, on peut avoir des tuiles qui sont endommagées, qui permettent pas au complexe d'étanchéité de suffire et qui entraînent des défauts d'étanchéité. Donc ça, c'est clé. Il faut une compétence de couvreur, selon nous, quand on intervient en toiture sur le type de marché que j'évoque. Donc il y a photovoltaïque et étanchéité. Photovoltaïque et étanchéité, quand on est sur une couverture inclinée. Après, on peut avoir d'autres types de marchés. Sur toiture terrasse, par exemple, c'est clair qu'il faut une compétence d'étanchéité. Ça paraît évident, mais c'est pas toujours le cas. Donc ce bon sens, il faut vraiment le vérifier. C'est pas la majorité. Voilà, tout le monde, des étancheurs peuvent intervenir, des électriciens, des couvreurs, mais marché photovoltaïque, c'est pas si évident que ça de maîtriser l'ensemble de la capacité à faire et de la compétence sur l'installation. Ça demande une certaine capacité à faire. On a aussi le marché des ombrières, on l'a parlé, hein. Évidemment, les ombrières, ça paraît peut-être plus simple comme ouvrage qu'un bâtiment, mais si on n'a pas les compétences de gros œuvres, de compétences de fondation, de charpente métallique, parce que c'est généralement c'est des ouvrages un peu costauds, des ouvrages de ce type qui sont construits, et d'électricité, là aussi, hein, ce clé en main, il n'est pas apporté par toutes les entreprises aujourd'hui, il faut bien le vérifier. Sur les chantiers surexistants, là, il faut clairement être très sensible et donner explicitement, pour répondre à la question de l'adhérent, à la maîtrise d'œuvre, hein, pour nous, la mission de vérifier que la couverture doit pouvoir reprendre les charges de l'installation. Ce qu'on voit aujourd'hui, les points de vigilance sur lesquels j'attire l'attention aujourd'hui, c'est que déjà sur le tertiaire, aujourd'hui, ou sur des locaux d'activité, on a énormément de toitures qui sont légères. Donc rajouter une charge d'installation photovoltaïque en toiture, c'est pas anodin. Donc là, c'est plus pour les cas de rénovation, mais c'est... sur les cas de rénovation notamment, hein, qui vont se développent développer, et qui vont vraiment s'accélérer. Hein. Il y a plusieurs critères. Il faut privilégier déjà une toiture qui a un combustible. Ça paraît évident, c'est loin d'être le cas. Aujourd'hui, quand vous faites de la rénovation, vous anticipez... La laine de roche, c'est un très bon isolant. Aujourd'hui, cette laine de roche, elle peut être remplacée par de la mousse de polyuréthane, qui est plus légère que la laine de roche, pour justement compenser le poids des panneaux qui vont arriver en toiture. Ça, c'est pas bon. Pas toujours bon. La combustibilité de la toiture, quand on a des défauts sur les arcs électriques, ça peut entraîner un incendie général du bâtiment. C'est un point d'attention qui est très clé. On a des solutions pour y parvenir, mais voilà, il faut se poser cette question. Donc là, on peut rebasculer dans l'exonération qui est évoquée. Exactement. Tout à l'heure, vous aviez sur le risque de sécurité. Exactement. Donc, il y a d'autres mesures classiques, mais sur les sites industriels, avoir une toiture Beruf T3, voilà, ça c'est... Oui, ça, ils en ont parlé pendant les réunions de concertation. C'est une notion qui est extrêmement clé aussi. Hein. Et puis un dernier indice sur l'existant, c'est placer les onduleurs dans un local extérieur au bâtiment, si c'est possible. C'est pas toujours possible, on le sait. Ça prend de l'emprise. Ça prend de l'emprise, mais clairement, ou dans une enceinte grillagée un peu à l'extérieur du bâtiment. À 5 ou 10 mètres, ça suffit largement et c'est plus sécurisant. Mais quand les entreprises, on a vu... Enfin voilà, la mission de la maîtrise d'œuvre sur l'existant, les entreprises focus sur le produit, les entreprises compétentes et qualifiées, est-ce qu'elles sont assurées ? Est-ce qu'on sont bien assurées surtout ? Là, c'est un élément clé. Donc oui, vérifier parfois qu'il y a des définitions d'activité qui sont limitatives, parce que déjà on a cité quelques-unes, mais il y a aussi limitatif sur le chiffre d'affaires, limitatif sur le pourcentage de sous-traitance, c'est en dehors des clauses types, c'est pas acceptable pour nous. Mais ça, c'est un point de vigilance pour les promoteurs sur lequel il faut... Derrière, c'est le recours qui est possible ou pas, et c'est l'équilibre technique du bilan assurantiel du promoteur qui est en jeu. Hein. Donc, par contre, oui, les règles proportionnelles sont possibles. Hein. Le droit des assurances s'applique même en assurance obligatoire, et aujourd'hui, c'est une application que le marché fait. Donc, le focus aussi essentiel pour les promoteurs, au-delà de ce que j'ai évoqué, c'est le devoir de conseil sur la maintenance et l'entretien. Je ne sais pas si on en parle encore assez. Nous, vraiment, je me permets d'insister là-dessus, parce que
Parce que oui, en tant que promoteur, si c'est des installations qui sont très techniques. Alors le b.a.-ba par rapport à la surface d'emprise la surface des panneaux installés par rapport à l'emprise qu'on a évoquée, c'est que la maintenance de ces panneaux, elle doit être réalisable. Oui. Parfois, quand on intervient en sinistre, on se rend compte que on peut même pas forcément accéder sur la toiture et sur les panneaux sans avoir à marcher sur les panneaux. Ça pose une réelle difficulté. Donc ça doit être anticipé. Le dispositif de maintenance régulière aussi doit être prévu, donc remis au maître d'ouvrage, parce que ces installations sont des vraies technologies qui doivent être entretenues. Bien sûr, il doit y avoir aussi un dispositif de prévention. Alors le monitoring, aujourd'hui, c'est plus trop un sujet. Je trouve que là, vraiment, il y a une maturité qui s'est constatée. Donc avoir des dispositifs d'alerte, des détecteurs de chaleur, des détecteurs d'arc, tout ça, c'est généralement prévu aujourd'hui. C'est une très bonne chose, évidemment. Sur la sinistralité, rapidement, aujourd'hui, oui, il y a des incendies, des départs d'incendie, mais il y a aussi beaucoup de pathologies sur l'étanchéité. Ça change un petit peu la compétence des entreprises que j'évoquais. Donc, est-ce que la question qu'on peut nous poser parfois, c'est est-ce que le marché s'est complètement retourné sur la sinistralité ? Clairement non, on est sur une garantie longue de capitalisation. Donc aujourd'hui, le marché de la surimposition, on n'a pas encore observé la période pour voir si, sachant que 80% des sinistres qui se déclarent sur l'activité photovoltaïque se déclarent en fin de période décennale. Ce qu'on a pu observer. Donc soyons prudents là-dessus, mais la montée en puissance de la filière fait qu'aujourd'hui, normalement, les pathologies sont mieux contenues et c'est une très bonne chose, mais il y en a encore énormément. Donc chez SMA BTP, le photovoltaïque, c'est comme une activité à part. Il n'y a pas de difficulté à assurer, mais par contre, il y a des précautions, il y a des moyens de prévention à mettre en œuvre. Mais on sait qu'on est obligé d'accompagner, on le fait avec plaisir, tant pour les promoteurs sur leurs ouvrages que pour les installateurs, parce que l'activité va se développer avec les obligations qui ont été évoquées. Donc chaque assureur a sa politique de souscription, il faut la vérifier. Il faut poser la question à l'assureur si on n'est pas certain de la portée de l'attestation, mais vous l'aurez bien compris, notre préoccupation, elle est double, mais la préoccupation majoritaire, c'est focus sur le produit. Et là, le produit, c'est clé. Mais aussi l'intervention des entreprises sur leur périmètre de compétences. Alors, nous, on valorise les produits sous avis technique, et on pense qu'il faut le faire. Et on n'est pas les seuls à le penser, évidemment. Parce qu'on a des produits qui vont arriver sur le marché. On sait qu'on a un sujet sur la capacité en fait, du marché européen à satisfaire la demande. Exactement, mais là, je pense qu'il y a des actions à faire au niveau du monde industriel, très clairement là-dessus, et peut-être aussi, c'est même évident par rapport sur les pouvoirs publics. Quand on parle d'offres de rachat, de tarifs de l'énergie, etc., je pense qu'il y a une action très forte à faire pour justement protéger ce marché européen et surtout protéger l'avenir de la filière photovoltaïque française et européenne et tendre vers ces avis techniques. C'est ce qui permettra d'avoir une activité photovoltaïque pérenne et structurée sur le long terme. Répondre sereinement à nos obligations réglementaires sous l'impulsion effectivement essentiellement européenne. Donc c'est là où c'est un petit peu paradoxal entre guillemets. Le temps passe vite. Donc merci Alexandre pour toutes ces précisions. Donc on l'a vu, on a ces obligations d'installation. Donc on a peut-être des leviers, de sécurité, parce que c'est vrai que le risque incendie c'est quand même pas neutre sur ces installations-là. Mais on a d'autres préoccupations encore quand on installe ces merveilleux panneaux. C'est leur insertion architecturale. Et donc au même titre qu'on a des exonérations pour des motifs de sécurité, on peut avoir des motifs d'exonération pour des aspects patrimoniaux, comme disent les textes. Mais il n'y a pas que cet aspect-là. Et donc, Anne-Laure va revenir sur toutes ces dispositions. Oui, tout à fait. Merci Bérangère. Je vais essayer de ne pas être trop longue pour qu'on ait encore un peu de temps pour quelques questions. C'est vrai qu'on a vu ces obligations de verdissement qui concernent donc les toitures. Et forcément, on pense au sujet d'insertion paysagère et les contraintes du PLU, du Code de l'urbanisme, aussi sur l'aspect extérieur des constructions. Donc on a un certain nombre de dispositions qui peuvent être intéressantes. On en a identifié, je dirais, 4 et 5 textes en réalité. Il y a effectivement ce que tu disais, ce mécanisme d'exonération en raison de contraintes patrimoniales. Donc là, on est vraiment sur le code de la construction et de l'habitation. Et soit on va nous dire que finalement les obligations qu'on a vues ne s'appliquent pas, ou alors elle s'applique parce qu'on aura eu l'accord au préalable de l'architecte des bâtiments de France. Donc il y a 2 textes à retenir. Pour les bâtiments, c'est l'article R171-34 du CCH qui vous dit que donc, les travaux de construction, d'extension ou de rénovation lourde portant sur les bâtiments qu'on a vus, toujours les mêmes, R171-34,
qui sont situés, alors on a une liste, donc c'est notamment les abords des monuments historiques, le périmètre d'un site patrimonial remarquable, un site inscrit ou classé, ou des travaux qui portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre du patrimoine, eh bien, ne seront soumis en toute ou partie aux obligations qu'on a vues au tout début, que si on a eu l'accord, donc on nous dit l'autorité compétente, de l'ABF. Donc si on n'a pas l'accord de l'ABF, on écarte ces dispositions. C'était un vrai sujet sur la négociation du projet de décret, cette exonération. Et elle est importante, puisqu'on se retrouve assez vite. On sait que c'est un frein important. Tout à fait. Et donc pour les parcs de stationnement, on a le R111-25-10. Donc là, c'est un petit peu différent. C'est qu'on nous dit que donc les parcs de stationnement, donc s'ils sont dans ces secteurs qu'on vient de voir, donc à bord d'un monument historique, périmètre d'un site patrimonial remarquable, site inscrit ou classé, eh bien les obligations, donc ça c'est celles qui sont relatives aux ombrières intégrant un procédé de production d'énergie renouvelable, donc ça ces obligations ne s'appliqueront pas. Et pour les dispositifs d'ombrage végétalisé, il faudra avoir eu l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France. Donc ça, c'est, je dirais, c'est assez automatique et tout à fait positif. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les exonérations pour contraintes patrimoniales. À côté de ça, on a un autre article qui est très intéressant, qui est ancien, qui est plus ancien, qui est la loi issue de la loi Grenelle 2, qui est lui dans le code de l'urbanisme, qui vise à ce que l'idée générale, c'est que les dispositions de nos PLU n'empêche pas l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'ENR. Donc il faut s'arrêter quand même sur, donc c'est le L111-16 du Code de l'urbanisme, sur sa rédaction qui a été précisée par le Conseil d'État en octobre dernier. Donc il faut revenir sur le texte et il faut revenir, pour bien comprendre aussi, sur les conclusions du rapporteur public. On était à l'audience ensemble et on sait l'importance de ces conclusions. Donc le texte nous dit... nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, le permis de construire ne peut pas s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ou l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable. Ça, c'est le début du texte. On a deux exceptions, évidemment. On peut écarter les règles du pays. Et on a un tempérament. Donc les exceptions, elles sont prévues par l'article suivant, le L100-17. C'est d'une part parce qu'on va être dans des zones qui bénéficient d'une protection patrimoniale. Donc on retrouve les mêmes, les abords d'un monument historique. Peut-être effectivement pour ne pas perdre les adhérents. La première exonération dont tu parlais tout à l'heure, donc là c'est que pour les bâtiments essentiellement tertiaires. Tout à l'heure. Là on est sur des dispositions générales qui s'appliquent pour tout type de bâtiment. C'est ça. Et qui était antérieur. Voilà, c'est vrai qu'on vise un certain nombre de procédés, notamment les matériaux biosourcés. Donc la liste justement de ces dispositifs procédés aux matériaux qui sont visés, eux, sont prévus à l'article R111-23. Donc, je disais, on a deux exceptions parce qu'on va être dans un site qui bénéficie d'une protection particulière ou parce qu'on est dans une zone qui a été délimitée en accord avec l'ABF par notamment les communes ou les EPCI. Et on a surtout un tempérament qui est la fin de cet article L111-16 qui nous dit que le permis de construire ou la décision prise de non-opposition à une DP peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Donc là, on se dit, donc, dommage. Comment je fais ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que j'écarte ou pas ? Et donc, c'est cette dernière alinéa qui a donné lieu à la décision du Conseil d'État. Alors l'hypothèse, donc le cas qui a été soumis au Conseil d'État, c'était des particuliers qui voulaient installer des panneaux solaires thermiques en toiture avec un certain angle d'inclinaison. Ils prévoyaient un ordre de 50 degrés et le maire a délivré la décision de non-opposition ADP, mais l'a assorti d'une prescription pour dire que ces panneaux devaient être intégrés dans la pente de la toiture. Et donc, c'est ce qui a fait l'objet d'un contentieux devant le tribunal administratif, CA et Conseil d'État. Et le Conseil d'État vient nous dire que les dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter l'application des dispositions réglementaires d'un plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions, qui, sans interdire
donc l'installation de dispositifs destinés à la production d'énergie renouvelable, impose la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant. C'est vrai et on voit un peu plus loin dans la suite de la décision que les contraintes techniques n'étaient pas suffisantes pour justifier d'annuler cette prescription. C'est vrai que juste à la lecture, on peut être un petit peu perplexe. C'est vrai que les conclusions du rapporteur public sont très éclairantes, puisqu'il nous explique l'idée de ce texte, c'est-à-dire que ces dispositions permettent de faire obstacle à des dispositions du PLU qui interdisent explicitement le recours à ces procédés ou de manière indirecte via les règles notamment d'auteur ou de dimension. En revanche, ces dispositions n'empêchent pas le maire de prendre des prescriptions pour assurer la bonne intégration architecturale. Et c'est là que c'est intéressant. Il nous met quand même une réserve. Il nous dit, attention, à condition que ces prescriptions n'aient pas pour effet d'en rendre la réalisation excessivement difficile en termes techniques ou financiers, ou d'en diminuer significativement le rendement énergétique. Donc on a une approche quand même qui est très pragmatique, où les considérations financières ne sont pas exclues. Donc, ce qui nous rassure. Ce qu'on peut regretter, c'est que ce guide ne soit pas dans la solution. On visait juste l'hypothèse technique. Alors après, ça va être un peu ça va être du cas par cas. Du cas par cas, une bataille de démonstration, puisque apparemment, eux n'avaient pas réussi à démontrer que cet angle était nécessaire pour avoir un meilleur rendement. Donc cette disposition à garder à l'esprit. Et ensuite, deux dérogations qui sont prévues dans le Code de l'urbanisme, qui intéressent donc, ces sujets d'insertion, mais qui intéressent aussi une question qu'on se pose d'emprise au sol. Donc, on a l'article L152-5 du Code de l'urbanisme, qui nous dit que l'autorité compétente, donc le maire, peut délivrer le permis, assorti d'une dérogation pour l'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergie renouvelable située sur les aires de stationnement. Et donc là, on peut déroger aux règles d'emprise au sol, de hauteur, d'implantation et d'aspect extérieur. Donc ça va être une demande de dérogation. Donc là, c'est au stade de la demande de PC. Exactement, il va falloir une pièce particulière. Il faut que ce soit accepté par les services instructeurs. Exactement, il faut que ça soit accepté. Et là, on retrouve une petite limite aussi, c'est que la décision, donc le permis qui est délivré ou la décision d'une opposition, peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale. Et la dernière dérogation qui est intéressante, donc ça c'est dérogé aux règles de hauteur ou d'aspect extérieur pour l'installation de dispositifs de végétalisation des toitures en zone U ou AU. Et donc c'est l'article L152-5-1 du Code de l'urbanisme. Avec des précisions qui sont fixées aux articles R152-5-1 et suivants, notamment sur la hauteur justement de cette... Plafonnée, exactement, qui est plafonnée, mais qui ne tient pas hors végétation. Ce plafond d'1 mètre supplémentaire est hors végétation. Et pareil, ça, c'est une dérogation qu'on demande. Donc c'est aussi à la discrétion des services instructeurs. Dans le cadre de la simplification, on va demander à ce que ce soit automatique, voilà. Pour pouvoir mettre en œuvre les obligations réglementaires. Merci beaucoup Anne-Laure pour ce panorama. Donc voilà, on a quelques outils qui chacun ont leur petite, on va dire, subtilité et donc un point de vigilance à avoir, soit sur les prescriptions, où on peut revenir sur des sujets de performance notamment. Ça, c'est vrai que c'est un point de vigilance. Enfin, voilà, on se pose la question, c'est même celle que le rapporteur public se pose, de savoir à l'avenir comment on va pouvoir utiliser ces dispositions-là compte tenu du développement des ENR dans les projets immobiliers. Donc, on suivra tout ça attentivement. Juste, je reviens sur les questions des participants qui sont assez nombreuses. Alors, je n'avais pas vu toutes les questions sur les aspects d'assurance, donc je me retourne vers Pascal et Alexandre sur... Est-ce qu'il y a besoin de missions complémentaires du bureau de contrôle en cas d'installation de panneaux photovoltaïques? Est-ce que ça fait partie peut-être des
des prescriptions, entre guillemets, des assureurs. Sauf s'il y a vraiment une installation un peu particulière. Un peu Pour moi, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Non. C'est des missions classiques aujourd'hui que les contrôleurs techniques maîtrisent. Question aussi, tout à l'heure vous parliez de tout ce qui est lié à l'entretien et la maintenance. Est-ce que ce sujet doit être indiqué dans le DIO établi par désolé pour les acronymes, hein, mais on est entre nous, par le CSPS? Alors, ça peut être ça, on a le carnet d'information du Ça logement. peut être une solution, mais dans le carnet d'information du logement, pour moi, c'est une donnée incontournable. Ça, ou c'est les fameuses annexes environnementales aussi dans le secteur tertiaire. Il faut avoir la preuve qu'il a été proposé et que ça a été formalisé. Formalisé, c'est évident. Ouais. Après, sur le support, oui, ça, après, il n'y a pas de... C'est libre à tout le monde de choisir. Mais... quelle est la position de l'assureur DO sur les panneaux photovoltaïques avec énergie revendue à des tiers, donc sur Aubrière au regard de 1292-7 7, oui, qui ont également une fonction ombre parking et donc accessoire du bâtiment. Tous les assureurs n'ont pas la même position. Alors on aura peut-être celui de la SMA. Donc on est sur du photovoltaïque, sur Ombrière, donc sur un parking accessoire d'un bâtiment soumis, mais de l'énergie revendue à des tiers. On est sur de l'accessoire de l'accessoire. Oui, ça c'est vrai. Je pense qu'il faut voir avec son assureur. En effet, la politique de souscription peut être différente, mais après, il y a quand même beaucoup de contrats aujourd'hui qui couvrent les ouvrages soumis et non soumis. Donc la question, je ne suis pas sûr qu'il faille vraiment se faire des nœuds au cerveau sur tous les cas pratiques, mais revenir vers son assureur, à mon avis, pour échanger avec lui, c'est clé. Pour moi, on est sur de l'accessoire de l'accessoire, donc pas forcément sur du soumis, dans le cas cité. Alors oui, au plan juridique, j'apporterai quand même une précision, c'est que souvent on est crispé sur cette notion d'accessoire et d'accessoire. Mais encore une fois, la première question à se poser, avant de savoir si on est accessoire d'ouvrage soumis, parce que ça, quand on se place dans ce débat-là, c'est que, attention, on est dans une logique c'est un ouvrage de production d'énergie en tant que tel. Et un ouvrage de production d'énergie en tant que tel est exclu de quoi? Pas de la responsabilité décennale, il est exclu de l'obligation d'assurance. Et il est racheté s'il est accessoire d'un ouvrage soumis. Mais, moi je l'ai souvent répété, dans la question des ouvrières, c'est pas tout à fait le sujet. Dans la question des ouvrières, on va déjà se poser la question si les panneaux en eux-mêmes, puisque les ouvrières c'est un ouvrage compliqué, il y a une charpente métallique équipée de panneaux, c'est ça la question, équipée de panneaux. Est-ce que les panneaux en eux-mêmes sont véritablement, ont une vocation exclusive de production d'énergie destinée à la vente ou pas? Parce que si c'est entièrement destiné à la vente, à un tiers. Si c'est entièrement destiné à la vente à un tiers, on va les sortir en amont, les panneaux, en amont. C'est-à-dire qu'on ne va pas se poser la question de l'accessoire. Je dis à répéter toujours ça, l'accessoire, c'est un deuxième point. Mais si on a répondu non à la première question, c'est-à-dire qu'en effet, ou plutôt oui, ils sortent via 1792-7 parce qu'ils servent entièrement à la production d'énergie, c'est terminé. On est hors décennal et on ne peut pas à aucun moment rentrer. Enfin, il y a des assurances facultatives, et chacun sait que la qualité des assurances facultatives a que peu à voir avec l'assurance obligatoire. Donc on comprend quand même pourquoi les gens s'y intéressent. Donc revenez vers votre assureur, les cas sont multiples. Oui, c'est ça, c'est tous les assureurs n'ont pas les mêmes politiques. C'est voilà. Alors, je pose la question, est-ce qu'il existe un livrable reprenant les préconisations de la SMA BTP sur ce sujet? Alors, on fait beaucoup d'interventions. On a des équipes décentralisées en région qui sont tout à fait à même d'accompagner chaque adhérent de la FPI sur ce sujet-là. Livrable en tant que tel, il peut être construit. Il sera évolutif aussi par rapport à tout ce qu'on a évoqué, mais oui, les bonnes pratiques, on peut sans difficulté prévoir quelque chose. Ouais. En tout cas, elles sont partageables sans aucun problème à Paris et en région. Très bien. Peut-être vous pourrez nous donner une liste des contacts qu'on pourra diffuser aux adhérents. Avec plaisir. Dans les différentes régions. Je pense que là, on revient sur l'intervention de Xavier en particulier. Une question sur les contraintes liées aux servitudes aériennes suite à un avis de la DGAC, les problèmes d'éblouissement. Alors, c'est vrai que de mémoire, je ne suis pas sûre qu'il y ait dans les textes, mais en tout cas, dans le fameux projet de guide, c'est un sujet qui est évoqué, sauf que ce guide, on l'évoquait sur la partie incendie, enfin voilà, il n'était pas complètement complet quand il a été soumis à concertation, donc on verra si ce point est abordé dans le guide qui sera finalement publié, mais effectivement, ça fait partie des points que les
les rédacteurs des textes ont en tête. Voilà, si on prend quelques minutes, dernières minutes, voilà, pour essayer de répondre aux questions donc toujours ces fameux L171-4, la question: l'emprise des bureaux intègre-t-elle les locaux annexes, type locaux vélos, etc. Je sais plus ce que nous dit le texte. On est sur la notion d'emprise. Oui, donc je crois qu'on est sur la notion d'emprise. Il n'y a pas ce sujet de annexe du projet qui va faire l'objet du. J'ai pas trop de doute. Si c'est le même bâtiment, je crois qu'il n'y a vraiment aucun doute. Le sujet de l'ombrière compte-t-elle dans l'emprise au sol? C'est ce qu'on a vu, logiquement oui, mais on peut essayer d'obtenir des dérogations. Mais en revanche, ça marche de l'emprise. Mais c'est ça, voilà, le tout à fait. Ouais. C'est qu'on va pouvoir faire l'ombrière, mais une fois qu'elle est faite, elle est comptabilisée. Dans l'emprise du projet. Très contraignant. Une autre question sur le champ aussi temporel de cette obligation-là. Est-ce qu'un PC modificatif d'ampleur pourrait modifier la date d'entrée dans le champ d'application? Les textes visent les dépôts d'autorisation d'urbanisme, donc dépôt de PC, oui. Après, si on est sur un PCM, la logique, c'est que le PCM n'est pas pris en compte. En tout cas, le texte ne le vise pas. Je pense que le PCM qui ferait une rénovation lourde. Mais... Oui, là, on tombe dans le critère de la rénovation lourde, en fait. Non, donc, je me demande si c'est un PC valant nouvelle demande. C'est la question est-ce qu'on est sur un vrai PCM ou finalement mon PC, ma modification elle est tellement énorme que je rebascule en nouvelle demande. C'est sûr que si c'est un nouveau PC pour un nouveau projet, oui, là on est dans une construction nouvelle. Après, pour un PCM, c'est le critère de la rénovation lourde qui va faire tomber ou pas dans le champ du L71-4. Et une autre question: comment doit-on interpréter la phrase du décret indiquant que les obligations du L171-4 peuvent être remplies par les ombrières sur les parkings à condition, mais ça c'est le sujet qui était évoqué tout à l'heure. Donc s'agit-il d'un cumul ou d'une mutualisation? De mémoire, on est sur un cumul. C'est là où on a des c'est ça. Voilà, par rapport au projet de guide en plus. En fait, quand on lit ce texte, moi je pense que quand on le lit d'un point de vue juridique, là encore, je mets toute la prudence, parce que c'est le juge qui sera l'arbitre de paix. Sur la question telle qu'il est écrit, pour moi, c'est pas du cumul, c'est de la superposition, c'est-à-dire qu'on a un dispositif, on a une situation de fait qui doit respecter deux dispositions différentes, dont l'objet et la portée est différente. Et je vois pas comment on peut lire ce texte comme n'imposant pas que le parc de stationnement satisfasse à la fois le L71-4, donc en complément avec la toiture, le cas échéant, et le L119-1. Tel qu'il est rédigé, c'est comme ça pour moi. Alors maintenant, je lis le guide et je vois que l'administration en fait une interprétation différente et elle nous explique que, en fait, ce que l'on consomme comme surface pour satisfaire au L171-4 ne peut pas être utilisé pour vérifier qu'on satisfait bien le L111-19. Mais pour moi, si le texte voulait dire ça, si vraiment l'administration avait pour intention, donc le pouvoir réglementaire, avait pour intention de ne pas pouvoir cumuler, de mutualiser. Superposer, le texte n'aurait pas été rédigé comme ça. On aurait dit que les surfaces prises en compte pour satisfaire aux obligations du L171-4 ne peuvent être prises en compte pour... pour un monde, on a expliqué que mais tel qu'il est rédigé, je ne comprends pas du tout la position de l'administration. Alors, cela étant, je dis avec beaucoup de modestie, parce qu'une fois que le guide, si effectivement il persiste... Alors, il est amené à évoluer, donc voilà, on verra... De toute façon générale, le guide est assez jusqu'au boutiste. Il faut dire des choses. À chaque fois qu'il y a la question de savoir s'il faut cumuler, avoir une vision plutôt contraignante, c'est plutôt ce qui revient. On est d'accord. Et parfois, franchement, on a quelques doutes de l'interprétation que donne le guide par rapport à... Alors après, qui n'a aucune valeur juridique. Mais ce qu'on disait, la difficulté, c'est qu'on va rentrer sur des difficultés d'interprétation du texte. Oui, et puis ça va être un peu comme ça que les instructeurs vont instruire les demandes et ce sera difficile d'aller expliquer le contraire. Donc c'est très important ce guide. Donc voilà, bon, écoutez, la réponse c'est que quand on lit le texte, on a l'impression que il faut faire en sorte que son parc de stationnement satisfasse à la fois le L171-4 et le L119, mais voilà.
quand on lit le guide et qu'on suit les idées de l'administration en l'état actuel des choses, c'est il faut que on ne peut pas mutualiser les mutualiser, donc il faut déconnecter les ombrières. Il y en aura une partie qui sera affectée à la satisfaction de l'un des textes et une autre partie des ombrières qui devront satisfaire le L111-19-1. Ouais. Et on a des dernières questions sur ce qui rentre, quels sont les stationnements visés ou ce qui rentre dans la superficie. Ça, de toute façon, on le précisera, on a une définition dans les textes. Voilà. Et puis le guide, il y a des jolis dessins. Voilà. Sur les donc, stationnements. Qui illustre assez bien. Alors, une chose que je n'ai pas dite, mais qui est très importante, qu'il faut bien comprendre, parce que c'est encore une clé de compréhension qui n'est pas évidente du tout, c'est que le L71.4, donc les obligations portant sur les aires de stationnement du L71.4 ne concerne que les aires créées à l'occasion du projet. Ça, c'est important. Si on fait un projet, on fait un bel immeuble, et que pour satisfaire aux obligations de stationnement, on s'appuie sur des aires de stationnement existantes, ces aires existantes ne rentrent pas dans le champ de l'obligation. On n'est pas obligé de les perméabiliser, en quelque sorte. Et c'est ce qui donne un sens aux dispositions du L171.4 qui prévoit qu'il y a des dispositions particulières pour la rénovation lourde des aires des parcs de stationnement. Donc ces aires existantes, en revanche, si elles font l'objet d'une rénovation lourde dont la définition est donnée par le texte réglementaire, à ce moment-là, elles tombent dans le champ des obligations, dont celle de perméabilisation. On va vous faire des jolis tableaux, du moins on va essayer, en espérant, voilà, en l'état de notre compréhension des textes, vous l'aurez bien compris, c'était une matinée modeste, voilà, pour faire un décryptage de ces obligations et de leur traitement en matière d'assurance. Donc, merci de nous avoir suivis ce matin. Et puis, on vous donne rendez-vous donc, pour un épisode 2, assurément, au moins sur le volet énergie. Et puis, peut-être que si d'ici là, on a un projet de guide qui a évolué, on pourra revenir sur ce qu'on a abordé ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.